Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 15 décembre 2024. Bienvenue tout le monde à ce dernier épisode pour l'année 2024 où on va se concentrer sur l'actualité. On est en fin de session, Félix et moi. On est à quelques jours seulement de la fin. On est au bout de nos jours. N'inquiétez-vous pas, on va vous donner un excellent show aujourd'hui. Félix, comment ça va toi? Ça va, écoute, ça va comme un gars qui, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, a vu Juan Soto quitter les Yankees. Ça a été, évidemment, c'est arrivé à un grand total de 5 minutes après qu'on finisse d'enregistrer le show de la semaine passée. Toujours un vrai bonheur quand ça arrive avec un gros breaking news 5 minutes après la fin d'un enregistrement. Au moins, tu sais, normalement, ils se rendent jusqu'au lendemain. Ça tombe genre le lundi matin, on est un peu en crise, mais là, c'était 5 minutes après. C'était vraiment un gros manque de respect. Fait que ça a fait. Honnêtement, ça a fait chier, mais sinon, non, sinon ça va. On s'en sort. Un match des Titans qui était un des matchs les plus ridicules que j'ai vu depuis un maudit bon moment. 10 revirements, 24 pénalités. Je pense que c'était épouvantable. Au moins les Rams qui se rapprochent du sommet de la division, de leur division, dans la division de l'enfer, dont on parle à chaque semaine parce que il n'y a aucune équipe qui veut aller gagner cette division-là. Fait que, au moins, et surtout, Mio, les Steelers, qu'est-ce qui s'est passé avec les Steelers cette semaine, Mio? Ça a été un sale après-midi, puis pour les gens à la maison, là, c'est quelque chose que c'est quelque chose que Félix et moi, on a jasé avant de lancer l'émission. Toute la semaine, j'ai pensé à un commentaire que Félix avait passé il y a 2 semaines, comme « Hey, cette défensive des Eagles, maintenant on se dit « Hey, qui va marquer contre cette défensive-là? » Puis, je m'en attendais très bien là, à ce que ce ne soit pas fameux dans ce match Steelers-Eagles. Et finalement, ça a été un premier quart et demi où les Steelers ont amassé plus de fautes qu'ils ont amassé de verges en attaque. Il y a un petit peu de bullshit au départ, mais finalement, il n'y a rien qui fonctionnait pour l'attaque, il n'y a rien qui fonctionnait pour la défensive. Et cette fois-ci, le bullshit n'a pas aidé. Mais tout ça pour dire, on oublie ça, c'est correct. Les défaites, ça fait partie des choses. Il y a des trucs plus importants. Comme je dis, fin de session, j'ai pas autant d'énergie à accorder sur une défaite des Steelers. Toi, Pop, de ton côté, on a parlé un petit peu de Juan Soto, tout ça, puis avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet avec Félix, toi, en tant que fan des Red Sox, parce que clairement, les Red Sox étaient dans le coup pour Juan Soto. Comment tu vois ce mouvement-là vers les Mets? De toute façon, les Red Sox, c'est un classique. On est toujours dans le coup, mais on finit par signer personne. Ça, c'est un grand classique qui ne mourra jamais. Mais au moins, je vois probablement le meilleur joueur de cette division de l'année passée quitter cette division-là. Fait qu'au moins, on n'aura plus Juan Soto dans les pattes aussi souvent que l'année passée. Mais écoute, Félix, on ne peut pas dire qu'on ne te l'avait pas dit, là. Non. On te l'a dit toute l'été. On te l'avait dit. On te l'avait dit il y a si longtemps de ça. On se disait, hey, Juan Soto, quand il va être prêt à jouer pour l'autre équipe de New York. Mais écoute, c'est drôle parce que je sais plus si j'en avais parlé pendant le show la semaine passée et tout, mais honnêtement, on se sentait tranquillement qu'il s'éloignait des Yankees. Puis, tu sais, tranquille. On dirait que j'étais comme prêt à ça. Ça m'a comme pas trop pris de court. Genre, je me doutais que, évidemment, je croyais encore à ses chances de revenir avec les Yankees, mais on savait qu'elle allait avec l'équipe qu'elle allait lui offrir le plus d'argent. Puis, cette équipe-là, ça a été les Mets de New York qui ont donné 775 millions, je pense. En fait, c'est 765. 765. Ça monte au-dessus de 800 millions avec, je pense, si tu des... parce que dans le fond, il y a une option de sortie à la 5e année de contrat. C'est ça. Pour Juan Soto. Puis s'il reste, son salaire annuel passe de genre 51 à 55 millions. Fait que ça fait en sorte qu'il va genre faire 805 millions. C'est énorme. Puis je pense que les Mets, on le sait avec Steve Cohen, qui ont beaucoup d'argent, ont payé le gros prix pour Juan Soto. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les Yankees étaient prêts à cette éventualité-là. Puis on s'en est quand même bien relevé cette semaine. Tu regardes vite ce que les Yankees ont fait
on est allé chercher Max Reed et on est allé chercher Devin Williams. Ces deux gars-là, c'est depuis 2022 le meilleur partant, le partant avec la plus basse moyenne de points mérités et le releveur avec la plus basse moyenne de points mérités des majeurs depuis 2022, ces deux gars-là. Donc, on a misé sur des gars qui... il y a des points d'interrogation avec les deux. Tu regardes Max Reed, est-ce que son coude va tenir? Est-ce que il y a des ennuis de santé dans les dernières années? Et surtout, Devin Williams, dernière année de contrat. Et la dernière fois qu'on l'a vu sur un monticule, c'était sa décrépitude, le fameux circuit de Pete Alonso en série. Donc, il y a quelques petits points qui ont moins bien fini là-bas avec leur ancienne équipe, mais les Yankees devaient rebondir après le départ de Juan Soto. On l'a fait, on a été chercher Freed et Williams, mais là maintenant, le travail continue. Puis je pense que tu regardes ça, c'est une question de temps avant qu'on aille chez Cody Bellinger. Ça circule un peu, puis je pense que Bellinger, ça va arriver. Là, la question, c'est quoi d'autre? Parce que je pense que tu veux probablement Alex Bregman, tu veux peut-être Christian Walker, tu veux peut-être aller chercher Nico Horner en même temps que Cody Bellinger. Là, c'est bon, on a amélioré le personnel de lanceur, mais il y a encore de l'argent Juan Soto qui est disponible. Puis je pense que ça va prendre des bâtons parce que il faut que tu remplaces ta production offensive de Juan Soto d'une certaine mesure. Puis pour reprendre un peu les propos de Moneyball, tu ne peux pas recréer Juan Soto, mais tu peux essayer au moins de le recréer un peu dans l'agrégat. Fait qu'on verra si les Yankees vont être capables de faire ça, remplacer un peu la production offensive de Juan Soto. Mais je veux juste relancer un peu le débat parce que, tu sais, on a parlé, tu sais, Juan Soto, on en a parlé en long et en large dans la dernière semaine. Moi, il y avait un sujet que j'ai repensé durant la fin de semaine. En 2001, quand Alex Rodriguez a signé son fameux contrat disant 252 millions, si Alex Rodriguez aujourd'hui était agent libre en 2024, il aurait fait combien d'argent? Moi, je pense qu'il aurait fait plus. Probablement trop. Je pense qu'il aurait fait plus. Mettons que les Mets le veulent aussi comme ça, ouais, je pense qu'il fait plus que Juan Soto parce que Rodriguez je pense qu'il était encore plus jeune, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il avait 25 il avait un an plus jeune. C'est ça. Il jouait à l'époque, jouait à l'arrêt-court. Qui était extrêmement bon comme ça. Et ce gars-là, en 2000, à sa dernière saison avec Seattle, un WAR de 10.4 qui a fait pour 316, puis 41 circuits, puis 132 points produits. Il fait plus que Imagine, il y a une saison de même qui arrive de même. En 2024, ce gars-là tape le 800 millions. Là. Facile. Là. Ouais. Facile. Au-delà de ça, les gars, si on parle un petit peu d'argent, est-ce que vous avez vu un petit peu tous les bonus qui rentraient là-dedans? Ouais. On parle quand même de bonus de 500 000 pour remporter un MVP, 1 million pour chaque année subséquente. On parle aussi de 100 000 pour chaque sélection au match des étoiles, de plus pour le Gold Glove. C'est totalement fou. Puis ça compte même pas non plus le bonus pour avoir signé le contrat qui est une valeur de 75 millions de dollars qui, soit dit en passant, c'est un plus haut montant que les plus gros contrats de l'histoire des White Sox et des Aces. Et puis ça, c'est juste en bonus de signature de salaire. Tu sais, ça vaut le coup de le dire que Juan Soto est maintenant la nouvelle star pour l'autre marché new-yorkais. Juan Soto qui jasait un petit peu avec des amis cette semaine, en 2 heures ou 3 heures peut rembourser ma dette d'études que moi, ça va me prendre genre 10 ans à rembourser. Au-delà de ça, les gars, moi, une observation que j'aime beaucoup là-dedans, OK? On ne va pas non plus prétendre que les Mets sont nécessairement un petit marché, mais je vois ça comme une victoire pour des marchés, on va le dire, un peu... J'essaie de peser mes mots pour ne pas dire méconnus, mais ce ne sont pas les Red Sox, ce ne sont pas les Dodgers, ce ne sont pas les Yankees, qui ne font pas partie de ce tiers d'organisation, puis on est capable de chercher un joueur de cette trempe-là. Qu'est-ce que ça dit pour vous par rapport à la dynamique des pouvoirs dans la MLB allant de l'avant? Mais moi, je pense que, tu sais, il veut pas, il reste à New York pareil, tu sais, veut pas. Puis, tu sais, c'est pas juste que Steve Cohen a énormément d'argent. Ce gars-là, un shitload d'argent, c'est bien connu. Si c'est pas là, c'est dans les propriétaires les plus riches du baseball. C'est le plus riche, puis même pas proche. Il est beaucoup plus riche. Je pense que le deuxième, c'est les Blue Jays avec Rogers. Puis il est tellement loin en avance sur Rogers. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que Steve Cohen est un malade mental. Ce gars-là,
quand il a acheté les Mets il y a 3-4 ans, il avait dit « Moi, l'argent, ça ne sera pas un problème. Je vais faire tout en mon pouvoir. » Ce que 100% des nouveaux propriétaires disent, mais ce que 98% font pas. Ouais. Mais Steve Cohen l'a fait, par exemple. Ce gars-là est un terroriste avec l'argent. Ça a commencé avec Francisco Lindor en 2020. Et après ça, tu vas chercher Juan Soto qui... Moi voir Juan Soto avoir un plus gros contrat que Shohei Ohtani, moi, je trouve ça totalement absurde. Pour commencer. Mais si ça peut changer la dynamique, moi, je veux juste dire que si ça peut motiver certains autres propriétaires de petits marchés, en gros guillemets, parce que... On pèse quand même nos mots, parce que ce sont du monde qui reste immensément riche. S'il y en a qui peuvent devenir un peu plus terroristes avec leur argent, moi, j'ai rien contre. J'ai absolument rien contre. Puis si ça peut motiver même le baseball majeur à mettre un plancher salarial dans le futur, moi, je suis pas contre. Je vais juste lancer ça. Moi, l'affaire que je me demande, par exemple, c'est que, oui, c'est pas le gros marché des Yankees et tout, les Dodgers, à la limite, qui, à un moment donné, les Dodgers, ça fait. Puis, tu sais, Steve Cohen, c'est simple, dans le fond, Steve Cohen, c'est ce qui arriverait si tu prenais un fan qui joue, un mode franchise un jeu de baseball, un jeu de hockey, peu importe, là. Tu mets un fan à la barre d'une équipe pour de vrai, qui dans sa tête joue un mode franchise, ben, ça donnerait à peu près ce qu'on voit avec Steve Cohen. C'est un gars qui a de l'argent à l'infini, pour qui l'argent n'est pas un problème, puis qui est un fan, veut que son équipe gagne et tout. Fait que c'est aussi simple que ça, mais en même temps, c'est les Mets avec cet argent-là et tout, on le sait qu'ils vont être de toutes les courses et tout. Fait que oui, c'est un changement dans le sens où ben, c'est peut-être pas les Yankees, les Dodgers, puis on va faire un marché, puis au lieu de petits marchés, je pense que je dirais un marché qui, historiquement, n'a pas connu une tonne de succès. Tu sais, les Mets, ça a toujours été le petit frère des Yankees un peu. Fait que c'est pour ça qu'on a cette impression-là. Mais c'est une équipe qui veut se sortir justement de ce rôle-là du petit frère des Yankees, qui va être reconnu à sa juste valeur dans ce marché-là, qui ben, forcément est dominé par les Yankees. Je veux dire, les Yankees dominent l'Amérique au complet à peu près. Fait évidemment qu'ils dominent New York. Mais je pense que les Mets... Juste le fait que Steve Cohen ait autant d'argent puis qu'il soit prêt à investir tout cet argent-là pour construire une bonne équipe puis ben, aider les Mets à gagner, je pense que ça va automatiquement les mettre dans ces courses-là plus souvent qu'autrement à l'avenir. Peut-être pas tous les signer, les gros joueurs autonomes, mais je pense que ça va devenir un gros marché où les gros joueurs vont signer comme les Yankees, comme les Dodgers, puis tranquillement, on dirait que les Red Sox sortent de cette gang-là, puis les Blue Jays qui sont des fois, pas tout le temps, puis ou du moins qui essaient, mais qui réussissent jamais parce que Canada... C'est ça. Puis l'autre affaire que je me demande, c'est est-ce que le fait que maintenant, tu as Steve Cohen qui a autant d'argent, est-ce que là, tu as comme plus de propriétaires qui ont plus d'argent à mettre, fait que est-ce que ça nuit encore plus à des milieux, des marchés, mettons, moyens ou des petits marchés? Ben, c'est sûr que, d'après moi, ça nuit un peu à ces équipes-là. Une équipe comme les Astros, par exemple, a peut-être une chance de compétitionner pour des gros noms. Mais là, maintenant, si tu as les Mets, les Yankees, puis les Dodgers, ça commence à faire beaucoup de monde, puis ça va devenir hyper difficile d'aller chercher ces gros noms-là sur le marché de l'autonomie. Fait qu'il va falloir se démarquer autrement, puis il faut se démarquer en gagnant, instaurer une culture gagnante, puis de bien traiter ses joueurs. Tu sais, on parlait des... je sais pas si on avait glissé un mot la semaine passée sur les Rangers, mais tu sais, toute l'affaire de Jacob Trouba, ce genre de choses-là, ça fait le tour dans la ligue, là. Fait que si tu traites bien tes joueurs, si tu traites bien tes employés, puis que tu instaures une culture gagnante et que tu veux, tu sais, sans dire gagner toutes les années, mais au moins toujours avoir une motivation de vraiment donner ton 100% en tant que propriétaire et gestionnaire, d'amener la meilleure équipe sur le terrain. Il y a peut-être du monde qui vont laisser de l'argent sur la table pour justement aller dans ces équipes gagnantes-là. Parce que, tu sais, on le voit maintenant, là, avoir trop de vedettes, ça fait en sorte que certaines autres vedettes ne veulent pas être dans l'ombre. Tu sais, on parle de Roki Sasaki qui ne veut pas être dans l'ombre de Shohei Ohtani. Même Juan Soto, on parlait peut-être même, est-ce que ce gars-là voudrait accepter d'être le deuxième derrière Aaron Judge? Tu sais, ça peut dévier ce débat-là pour des futures vedettes l'année prochaine. Et des futures vedettes, je regarde ce qui se passe à Toronto, Vladimir Guerrero Jr., ça s'en vient, là. Ça sera pas à cette hauteur-là, mais c'est probablement le plus gros poisson qui va être disponible dans la prochaine année. Question agent libre. Malheureusement. Ce qui
Pardon, ce qui est incontestable, c'est que les Mets ont gagné cette guerre finalement, ont gagné ce combat, ce duel pour aller chercher Juan Soto ce combat de deuxième étage. Maintenant, la question qui perdure, les gars, c'est qu'est-ce qui arrive maintenant au produit baseball en soi? Parce que oui, tu es allé chercher ton grand joueur, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais en allant de l'avant maintenant que tu as ton grand joueur? Comment est-ce que tu l'entoures? Quel est ton plan de match? Est-ce que de signer Juan Soto te garantit une participation à la Série mondiale? Absolument pas. Puis je pense que c'est Russell Dorsey qui disait ça la semaine passée quand Soto a signé, qui dit ce qui est complètement absurde, c'est que tu viens de donner 765 millions à Juan Soto, mais ça veut juste dire qu'à partir de maintenant, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas juste te dire on vient de donner tout cet argent-là à Soto, puis that's it. Si tu veux vraiment construire une bonne équipe, l'état des Mets en ce moment, oui, Juan Soto aide. Personne ne va me dire le contraire. Juan Soto aide vraiment beaucoup les Mets en ce moment, mais il y a des trous dans cette équipe-là. La rotation est très suspecte, puis il y a beaucoup de gars qui sont partis. En ce moment, le partant numéro 2 des Mets, c'est Clay Holmes, qu'on a connu comme étant un spécialiste des fins de match avec les Yankees dans le passé. S'il y a du travail à faire dans cette rotation-là, même l'alignement de frappeurs, je dis oui, tu as Lindor, oui, tu as Soto, tu as Mark Vientos qui a explosé l'année passée, mais Pete Alonso, joueur autonome, il en ce moment n'est pas sous contrat avec l'équipe. Et il ne faut pas demander un petit prix, lui non plus. Là. Non, mais je pense que le marché de Pete Alonso a l'air particulier, puis honnêtement, je ne serais pas surpris qu'il revienne peut-être avec les Mets pour 1 an ou quoi que ce soit, mais en ce moment, il n'est pas sous contrat, puis tu as d'autres petites faiblesses quand même. Francisco Alvarez, qui est ton receveur d'avenir, mais qui a connu une première année, une saison un peu difficile. Correct, quasiment difficile. Jeff McNeil, c'est Brandon Nimmo, qui est ton chanceux entre Harrison Bader, puis il y a beaucoup de choses à régler encore chez les Mets. Puis oui, Juan Soto va beaucoup aider, je ne dis pas le contraire, mais c'est une première partie de la solution. Et là, maintenant, il faut aller chercher autre chose. Puis tranquillement, les autres gros joueurs autonomes commencent à partir. Il reste Corbin Burns, puis il reste quelques frappeurs, Anthony Santander, Oscar Hernandez et tout. Il y a encore quelques-uns, Alex Bregman, il y a quelques-uns de ces noms-là encore, mais ça prend encore quelque chose d'autre si les Mets. Parce que oui, c'est un excellent début avec Juan Soto, mais cette équipe-là, en ce moment, j'ai envie de dire que même avec Soto, mais peut-être un petit peu moins bonne que les qu'on a vu en fin de saison l'an passé chez les Mets. Donc, pour ce qui est de Juan Soto, on rappelle contrat de 765 millions de dollars chez les Mets. Contrat assez lucratif pour les 15 prochaines années. Maintenant, la vraie question, c'est seront-ils en mesure de gagner une série mondiale? Selon Félix Forget, ça n'arrivera pas dans un temps rapproché. Pop, toi, où est-ce que tu te tiens par rapport à ça? Ben moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que je pense que, tu sais, on parlait de changement dynamique un peu là, du côté des propriétaires. Moi, je suis en train de me dire que le changement dynamique est en train de se faire dans les divisions, dans le baseball majeur. Tu sais, on parle beaucoup de l'Est de l'américaine qui était absolument dog l'année passée, puis depuis quelques années, puis tout le temps. En ayant Juan Soto dans l'Est de la nationale, par exemple, avec les Phillies qui vont être encore une bonne équipe, les Braves qui resteront en santé, puis que Matt Olson, Austin Riley, Ronald Acuna Jr. jouent une année complète. Il n'y a rien de garanti que les Mets vont gagner cette division-là. Là. Absolument pas. Puis, tu sais, les Nationals commencent à faire des petits pas en avant avec un mouvement jeunesse. Il n'y a rien de garanti que les Mets vont gagner cette division-là là, l'année prochaine. Là. Puis, je vais rebondir un petit peu là-dessus parce que tu parlais de l'Est de l'américaine, vite. En ce moment, là, quand tu regardes l'état de l'américaine, puis surtout à cause d'une grosse transaction, dont je pense que Mio, c'est le prochain sujet dont on va parler. En ce moment, l'américaine, tout le monde est vraiment ordinaire. T'as pas de. Tu sais, les Yankees viennent de perdre Juan Soto. On a été chez Max Fried, Devin Williams. Fait que, tu sais, on reste une bonne équipe, mais les Orioles, Corbin Burns est parti, Santander n'est pas là, puis on n'a pas l'air de vouloir dépenser. Les Red Sox, OK, Garrett Crochet, c'est cool, mais est-ce qu'on est vraiment une si bonne équipe que ça à Boston? Les Blue Jays, on a un nouveau problème qui apparaît à chaque semaine. Les Rays, la centrale d'américaine, on en a parlé abondamment. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne équipe dans cette division-là? Puis l'ouest de l'américaine, les Astros qui perdent des morceaux à chaque année, les Mariners qui ne savent jamais comment frapper, les Rangers qui sont toujours blessés, les Angels. Et en ce moment, non, mais juste les Angels. Puis en ce moment, j'ai presque envie de dire que dans l'ouest, ben, les A's, pas d'Oakland, les A's ont peut-être une chance de gagner cette division-là. Surtout qu'on a encore d'argent dépensé. Oui. En ce moment, là, les A's ont une chance de gagner l'ouest de l'américaine et c'est complètement fou
considérant qu'il y a 2 ans, même l'année passée quasiment, c'était la risée de la Ligue. L'américaine est vraiment particulière en ce moment, puis la nationale qui a des puissances partout, les Phillies, les Mets, les Braves, les Dodgers, les Padres, même les Giants qui ont quand même quelques ressources. Les Diamondbacks. Les Diamondbacks, les Cubs qui sont rendus bons avec Kyle Tucker, puis il y a des bonnes équipes dans la nationale. Puis dans l'américaine, il y en a pas tant que ça. Et à quoi on va parler des équipes de l'américaine, si ce n'est pas des favoris de tout le monde, les Astros de Houston qui, comme tu as touché un petit peu Félix, ont fait une grande transaction en voyant Kyle Tucker, joueur All-Star à ses 3 dernières saisons, meneur en plus de ça pour les points produits en 2023 aux Cubs de Chicago. Les gars, en retour notamment Dayton Wesneski puis Isaac Paredes. Qu'est-ce qui explique cette transaction du côté de Houston de se défaire de, on va se dire, un de ses très, très bons joueurs? On ne veut pas le payer. On veut pas le payer dans un an quand il va devenir joueur autonome. On a vu l'argent que Juan Soto a eu. On a fait... Et puis on l'a échangé. C'est simple comme ça. Mais écoute, je vais pas dire que la dynastie des Astros est finie parce que bullshit happen every day, toutes les années du côté des Astros depuis 6-7 ans. Mais Kyle Tucker, qui est probablement, en termes hockey, probablement le Alexander Barkov du baseball en étant le gars que tout le monde parle jamais comme étant une grande vedette dans le baseball majeur. Et même moi, je suis un peu coupable de ce côté-là. Je regarde Kyle Tucker, oui, OK, fine, je comprends que c'est un bon joueur, mais tu sais, j'en parle jamais. Contrairement à toi, Félix, toi, t'es un membre du fan club de Kyle Tucker juste pour le fait qu'il joue, qu'il va au bâton sans gants pour s'en au bâton. Il a commencé à emporter l'année passée, puis mon cœur a vraiment été brisé. Parce que, OK, pour ceux qui ne le savent pas, j'adore les gars qui frappent sans gants de frappeur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi. Il n'y a aucune raison rationnelle derrière ça, mais je trouve ça vraiment cool. Un gars qui se présente au bâton en disant, tu sais quoi, fuck tes gants de frappeur, man. Moi, je frappe avec mes mains nues de même, puis je trouve ça tellement cool. Puis Kyle Tucker, pendant plusieurs années, a fait partie de cette gang-là de gars qui frappent sans gants de frappeur. Puis là, cette année, il a décidé de me briser le cœur en se mettant à porter des gants de frappeur. Puis j'espère qu'il va arrêter ça, qu'il va redevenir à ses bonnes vieilles habitudes parce que, man, j'ai un amour pour les gars qui frappent sans gants de frappeur. Un amour total pour ces gars-là. Puis tu sais, Kyle Tucker, c'est probablement le joueur le plus complet. Peut-être, lui, José Altuve, un peu, c'est peut-être les gars les plus complets qu'il y avait dans l'alignement des Astros depuis quelques années. Tu sais, oui, Yordan Alvarez, c'est un monstre au bâton, mais défensivement, c'est assez moyen. Je pense que le gars est capable d'avoir un assez bon bras. Mais tu sais, Kyle Tucker, l'année passée, il a manqué une bonne partie de la saison à cause d'une blessure, mais 23 circuits. Tu sais, une moyenne de présence sur les buts de au-dessus de 400. Un OPS plus de 181, ça veut dire qu'il est 81% plus productif en termes d'OPS que la moyenne du baseball majeur. Ce gars-là est capable de gagner des gants dorés et un Silver Slugger probablement comme il veut. C'est un perennial All-Star depuis quelques années. Les Cubs viennent d'aller chercher un grand coup. Moi, ce que je retiens surtout, c'est Isaac Paredes, il va avoir du fun en esti au Minute Maid Park à Houston parce que si vous regardez du côté de Houston, le champ gauche, c'est pas le champ gauche le plus profond dans le baseball majeur. Et malheureusement, je n'ai pas l'image avec vous autres, mais Isaac Paredes, tous ses circuits, demandez-lui de faire un circuit au champ posé, c'est impossible. Lui et Joey Gallo, même problème. Fait que ça va s'amuser avec ça. J'ai pas envie de donner encore la fin pour les Astros. Je pense qu'encore là, ils peuvent gagner la division. Mais sacrément que j'aimerais ça. Pour vrai, j'aimerais ça que les Aces gagnent cette division-là. Et pour vrai, offensivement, ils seraient capables de le faire. C'est ça le pays. L'année passée, avec un Brent Rooker, ils sont capables de le faire offensivement. Puis pour terminer tout ce qui est baseball, là, Félix, tu l'as mentionné, mais Garrett Crochet qui passe aux Red Sox, au grand plaisir de Pop, puis je pense au grand plaisir de Garrett Crochet lui-même qui, après la transaction, a déclaré qu'il pouvait respirer un petit peu maintenant. C'est bien, là, on passe de littéralement la pire organisation au baseball majeur pour s'en aller. Avec les Red Sox, Pop, un petit mot pour cette transaction-là?
Pour vrai, écoute, je pense pas que ça va arriver, mais voir les Red Sox signer, aller chercher un gros lanceur gaucher de même, des White Sox de Chicago, moi, je vois juste Chris Sale dans ma tête. Moi, je vois juste quand Chris Sale est arrivé avec les Red Sox. Je pense pas que ça va arriver, je pense pas que ça va faire. Félix m'a beaucoup agacé là-dessus la semaine passée, mais tu sais, oui, Garrett Crochet, son problème, c'est qu'il a commencé comme releveur, puis là, l'année passée, on l'a un peu économisé son bras vu que c'était sa première année complète comme lanceur partant. Fait que c'est rare qu'il dépassait 6 manches. Est-ce qu'on va pouvoir lui demander peut-être 6-7 manches par départ l'année prochaine avec une relève qui a été très suspecte, surtout en deuxième moitié de saison? La relève des Red Sox a coûté les séries éliminatoires l'année passée en deuxième moitié de saison après le match des étoiles. Moi, je suis content. Les Red Sox ont au moins été chercher quelque chose. Est-ce qu'avec Lucas Giolito qui peuvent revenir en santé l'année prochaine, ça peut amener un peu plus de lanceurs? Moi, je suis très partant. La seule affaire, c'est qu'on a peut-être donné 2 très bons espoirs là-dessus, mais au moins les 3 meilleurs de l'organisation des Red Sox sont encore là à Boston. Fait que, let's go! Profitons-en pour les 2 prochaines années quand il va quitter dans 2 ans parce que les Red Sox ne seront jamais à le signer comme joueur autonome parce que John Henry, c'est un cheap-ass motherfucker. Non, parce que les Mets vont lui donner 500 millions, man. C'est simple que ça. We roll. Ah les gars, on est quand même dimanche aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est la journée de la semaine pour regarder du football de la NFL. Et que dire de cet après-midi qu'on a eu? Et non, je ne parle pas effectivement du match du Pennsylvania Bowl qu'on a eu en début d'émission, cette discussion là-dessus, mais vraiment le match de l'après-midi. Et certains diront peut-être même le match de la saison, en tout cas certainement en matière de points marqués entre, on va se dire fort probablement maintenant, les 2 plus grandes puissances de la NFL à l'heure où on se parle, les Lions de Détroit ainsi que les Bills de Buffalo. Puis c'est tellement drôle maintenant comment les étoiles s'alignent pour ces 2 franchises qui, les gars, depuis qu'on suit pas mal le football, bon, pop, c'est un autre débat, mais depuis que Félix et moi, de notre jeune âge, on regarde le football, ce sont 2 franchises qui sont absolument terribles. Absolument terrible. Oui, Pop, tu as connu les Lions de 2008 sans l'ombre d'un doute. Mais au-delà de ça, des organisations absolument terribles. Et on a connu ce virage avec l'entraîneur-chef, ce virage au niveau de l'organisation. Et puis, on se retrouve aujourd'hui des équipes qui forment la première ainsi que la deuxième puissance dans la NFL qui se rencontrent aujourd'hui. Et que dire de ce match, les gars? Vraiment un massacre offensif. Massacre offensif qui est autant que... On va se dire, oui, c'était proche au pointage. Je pense que quand tu regardes ça, tu te dis, les Bills vont la gagner quand ils ont sorti un jeu typiquement à la Dan Campbell en 4e et 2, Josh Allen qui décide d'y aller, lance une passe qui mène à un toucher, puis tu te dis, hey, c'est drôle parce que Dan Campbell, il fait ça d'habitude. Dan Campbell, sans dire que McDermott est nécessairement le plus conservateur dans sa manière d'entraîner, certainement que 4e et 2, c'est pas quelque chose qui est très commun. Tu le vois faire ça, les Bills qui prennent une bonne avance là-dessus. Tu dis, je pense qu'on envoie un message aux Lions que, finalement, nous autres, on est là aussi pour tout ce qui est dans la NFL. Les gars, qu'en avez-vous pensé de ce match-là? C'était quelque chose. Honnêtement, c'était quelque chose parce que c'était un vrai duel de poids lourd. Puis il y a comme 2 semaines. En fait, c'est la semaine passée, on a vu les Bills contre les Rams. On a vu les Bills contre les Rams jouer un duel qui n'avait aucun maudit bon sens. Puis, man, je sais pas, je pense que Josh Allen est juste accro à ces matchs-là qui n'ont pas de bon sens. Il a décidé que tu sais quoi, fuck it, on leur fait une autre fois. Puis un autre duel de monstrueux entre les Bills et les Lions. Tu l'as dit, Mio, c'est 2 équipes qu'on voit comme étant 2 puissances dans la ligue. Puis avec raison, ça a livré. Puis tu regardes, tu vois, ça ferait un bon Super Bowl quand même, un duel entre ces 2 équipes-là. Mais les Bills avaient quelque chose à prouver après avoir perdu ce match-là contre les Rams. Puis surtout, essayer de garder le rythme avec les Chiefs pour aller chercher cette première place-là dans la AFC. Puis de l'autre côté, tu as les Lions qui essaient de s'accrocher avec les Eagles qui commencent à pousser. Puis les Vikings qui ne lâchent pas le rythme. Fait que c'est 2 équipes qu'on doit essayer de garder à distance. Fait que les Lions ne pouvaient pas se permettre de perdre ce match-là. Puis
les Bills ont été tellement en contrôle, puis ont été en... J'ai pas envie de dire qu'ils n'ont jamais été inquiétés parce que c'est pas vrai, mais il n'y a jamais un moment où je me suis dit dans ce match-là, ouais, les Lions vont gagner. J'ai vraiment toujours senti que les Bills avaient le contrôle sur ce match-là, puis il y a des fois où ça a été un peu surtout en fin de match, là, le dernier botté court, ça rebondit un peu sur un gars des Bills. Les Lions pensaient de l'avoir repris, puis on avait comme une chance de reprendre le ballon. Finalement, les Bills l'ont eu et ont pu mettre fin au match, mais Josh Allen, man, MVP, je pense que c'est peut-être les 2 dernières semaines ont confirmé son cas. La propagande a enfin marché. Mais j'adore Josh Allen, puis honnêtement, ça m'a pris trop de temps avant de vraiment apprécier Josh Allen depuis quelques années. Puis, cette année, j'ai appris vraiment à adorer ce gars-là. Puis, et j'ai pas envie de dire qu'il est meilleur que Patrick Mahomes, parce que je pense que Mahomes est le meilleur QB jusqu'à preuve du contraire. Mais man, le gap entre Mahomes et Allen, je pense qu'il est plus petit qu'il l'a jamais été dans les dernières années. Puis sérieusement, tu peux quasiment défendre qu'Allen est meilleur que Mahomes. Moi, c'est une affaire que j'ai appris dans la vie, tu dois jamais être Patrick Mahomes, ok? Mais en ce moment, tu peux presque défendre l'argument qu'Allen est le meilleur joueur de football au monde en ce moment. Puis je pense que c'est très, très, très défendable comme argument. Moi, je pense que ton argument, je préciserais ton argument, puis je pense que je dirais que Josh Allen a peut-être le plus gros ceiling, a peut-être le plus gros plafond entre les deux. Tandis que Mahomes a peut-être le meilleur plancher entre les deux. C'est peut-être pour ça, je pense, mais je comprends que tu vois là-dessus. Mais cette course au MVP sort tellement des grosses performances. La semaine passée, Josh Allen contre les Rams, premier carrière de l'histoire à faire 3 passes de toucher et 3 touchés au sol dans un seul match. Là, tu regardes Lamar Jackson puis tu te disais, c'est terminé. C'est un peu le statement game la semaine passée du côté de Josh Allen. Lamar Jackson aujourd'hui, 21-25, 290 verges, 5 passes de toucher. Là, on est en train de se dire, OK, oui, c'était contre les Giants, mais regarde, ça ne sert à rien dans cet argument-là. Là, tu te dis, OK. T'affrontes qui en avant de toi. C'est ça, exactement. T'affrontes qui en avant de toi, là. C'est ça. Fait que là, tu te dis, OK, c'est peut-être pas réglé finalement. Mais là, Josh Allen qui sort une grosse performance, 362 verges, 2 touchés. Puis, c'est pas juste ça, c'est de battre une équipe qui venait de gagner ses 11 derniers matchs. Tu sais, les Lions de Détroit, c'était la meilleure équipe de la NFL là-dessus. Et comme on dit, c'était peut-être un preview de peut-être le Super Bowl que l'Amérique veut. Tu sais, si Détroit et Buffalo s'affrontent au Super Bowl, les villes brûlent. Là. Tu sais, l'Est des États-Unis au complet va brûler. Là. Je peux pas croire qu'il n'y aura pas de dommages là-dessus. Écoute, je sais pas comment Lamar Jackson, puis tu sais, c'est même pas un shot contre lui. Là, je vais être complètement objectif. Pour une fois. Pour une fois, là, je vais être vraiment objectif sur Lamar Jackson. Je vois pas, à moins que les Bills perdent leurs 3 derniers matchs, je vois pas comment Lamar Jackson peut gagner un MVP. Et puis c'est pas qu'il y a une mauvaise saison, hein, parce qu'il t'a une absolument pas. Absolument pas. C'est peut-être sa meilleure saison en carrière, mais même, c'est ce qu'il y a Josh Allen. Ce gars-là est tellement inarrêtable. Puis, écoute, moi, c'est un dog. On peut-tu parler des QB de l'AFC 2 secondes, man? Si on a Mahomes, on a Allen, on a Lamar. Déjà, tout dans la même conférence en partant, OK? Joe Burrow est là aussi, même si son équipe est pourrie. Joe Burrow, si son équipe avait un semblant de défense, serait dans cette course-là pour le MVP aussi. T'en as d'autres. Ouais, dis-le. Ben, je peux dire Will Levis si tu veux, mais Will Levis. Non, Russell Wilson ne fait pas partie. Russell Wilson ne fait la triple menace veulent l'entendre. X, dis-le. Russell Wilson ne fait pas partie de ce groupe-là. Impossible. Non. Mais est-ce que Bo Nix va faire partie éventuellement de ce groupe-là? Attention, parce qu'il y a un an, tout le monde mettait CJ Stroud dans ce groupe-là. Et regarde aujourd'hui. Peut-être. Certainement, Bo Nix est extrêmement plate à avoir joué. Ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est. Mais Jared Goff, c'était de même aussi. Et pourtant, tu sais, Dan Campbell a réussi à rendre Jared Goff intéressant. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est plus un produit de l'attaque des Lions qui est incroyable. Mais Bo Nix peut devenir un Jared Goff, là. Un Alex Smith. Écoute, on verra en temps élu.
On verra dans un lieu. Moi, tu vois, tu parlais de Bills-Lyon, tu sais, comme quoi c'est le Super Bowl que l'Amérique veut. Moi, je pense encore que les Lions ne seront pas au Super Bowl cette année. Je pense que ça fait quelques semaines qu'on joue avec le feu chez les Lions, puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on a trouvé notre homme à Buffalo. Tu sais, on a finalement comme on a trouvé la personne qui nous a comme un peu ramené à notre place, entre guillemets. Puis, tu sais, les Chiefs ont vécu la même chose il y a quelques semaines. Les Bills ont gagné contre eux, puis leur ont montré qu'ils étaient là pour de vrai. Est-ce que je pourrais dire que les Bills sont la meilleure équipe de la NFL? Ben, je pense qu'en ce moment, je veux dire, ils ont battu les Chiefs, ils ont battu les Lions. Fait que je pense qu'ils sont là. Les Eagles sont là aussi. Puis, je pense qu'en ce moment, les Eagles sont une meilleure équipe que les Lions. Si j'avais à mouiller aujourd'hui, je pense que les Eagles ont plus de chances que les Lions d'être au Super Bowl au mois de février. Je m'attends plus à un Bills-Eagles qu'à un Bills-Lions. Puis c'est quelqu'un qui n'aime pas Jalen Hurts qui dit ça, mais... Non, mais tu regardes aujourd'hui, tu regardes les Eagles aujourd'hui, OK? Saquon Barkley était blessé, a manqué une énorme partie du match, puis on n'a quand même jamais vraiment été inquiété contre les Steelers. Fait que, puis les Steelers, c'est quand même une des meilleures équipes de l'AFC, là. Fait que, c'est pas n'importe qui, là. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de dire que je suis pas prêt à dire que les Lions, c'est la meilleure équipe de la NFC. Une excellente équipe, là. Puis j'enlève rien aux Lions, mais j'ai l'impression que trop souvent cette année, les Lions étaient comme proches de perdre, puis que, tu sais, oui, on a eu beaucoup de matchs parce qu'on a complètement torché l'adversaire, OK, mais, tu sais, c'était genre les Titans. Tu sais, je veux voir une performance dominante des Lions contre une autre équipe, puis je ne l'ai pas vu encore, cette performance-là. Dans toute cette dynamique des pouvoirs, les gars, dans la NFC, les Buccaneers de Tampa Bay, eux aussi, c'est une équipe qui cogne à la porte pour de vrai, là, pour ce qui est des séries éliminatoires. Les Buccaneers, les gars, on en parlait il y a quelques semaines, comme quoi ça a été une série de défaites vraiment assez malchanceuses, qui se sont décidées à pas grand-chose. Tu sais, un peu la même conversation qu'on a avec les Chiefs, mais en matière de défaites. Ben, les mêmes affaires que les Bengals dans l'américaine. Et voilà, on se retrouve dans cette conversation-là, mais depuis qu'on a émis ces commentaires-là, les gars, on salue 4 victoires consécutives pour les Buccaneers, qui maintenant ont une petite avance de 2 matchs dans le sud de la nationale, qui arrive aussi sur le dos d'une victoire de 40-17 contre les Chargers, qui, eux, l'échappent en tabarnak. Ouais. Ben, tu sais, oui, c'est depuis qu'on a émis ces commentaires là-dessus, mais depuis aussi qu'on a émis ces commentaires-là, tu as un certain Mike Evans qui est revenu au jeu. Tu sais, ça nuit pas à avoir un Mike Evans qui est revenu. Et quelle performance aujourd'hui! Quelle performance! Hey, moi, je continue encore à... Tu sais, le road to 1K pour Mike Evans, ça continue. Tu as 3 matchs pour faire à peu près 250 verges. T'as encore 3 matchs pour faire 250 verges. Non, mais il a peut-être fini ma saison de fantasy aujourd'hui, ce style-là. Fait que, tu sais quoi, j'ai pas beaucoup d'amour pour Mike Evans dans mon cœur ce soir, mais non, pour être, c'est sûr, ça change la donne. Puis Baker Mayfield, man, ce gars-là, tu vois, si j'ai dit que j'ai appris à aimer Josh Allen dans les derniers... Tu sais, Baker Mayfield, ça fait comme... En fait, c'est depuis sa fameuse game avec les Rams du jeudi soir où est-ce qu'il arrive de nulle part, puis fuck, man, on a besoin de carrière. Puis, Baker, regarde, tu sais quoi, ça fait 2 jours que t'es là, mais vas-y, puis il te mène une drive de 96 verges pour gagner à la fin, complètement sur elle. Puis, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait wow, ok, là, ce gars-là, c'est un gamer, man. Puis, je pense qu'on le voit vraiment avec les Buccaneers cette année. Ce gars-là est un gamer, puis man, tu dis, si Chris Godwin était là aussi, ça serait quoi les Buccaneers en ce moment? Parce que, tu sais, Mike Evans, c'est clairement ça a aidé, puis tout, mais. Puis le jeu au sol des Buccaneers qui est vraiment dominant, mais tu te dis, Godwin, ce serait cool. Mais je pense que les Buccaneers vont être chanceux dans le sens où leur division est tellement mauvaise. Man. Les Falcons sont plus capables de gagner. Kirk Cousins a l'air d'avoir de l'argent sur l'autre équipe. Les Panthers, je veux dire, oui, c'est cool. On parle de Bryce Young qui se relève, mais on ne gagne pas. Aujourd'hui, on s'est fait laver par Cooper Rush. Je veux dire, on ne fera pas les séries en Caroline. Puis les Saints, je veux dire, quand c'est pas Jake Haener ou Spencer Rattler qui... n'importe quoi les Saints, là. N'importe quoi les Saints. Non. Regarde-moi dans les yeux, puis dis-moi que tu y as cru que les Saints allaient remonter ça. Un peu, mais encore là, Washington, je pense que c'est des fraudes. Fait que, oui, absolument. Mais... Fais gage... non, mais... Tu dis que Jake Haener a commencé un match et que Spencer Rattler l'a terminé les 5 dernières minutes, puis Alvin Kamara qui finit même pas la rencontre. Puis t'as passé proche quand même de gagner contre une équipe au-dessus de 500. C'est quand même... Moi, j'y ai cru. Moi, j'y ai cru aux Saints. Ça aurait été incroyable.
Ça n'aurait rien changé pour les playoffs, mais ça aurait juste été incroyable. Un vrai film. Fait que je pense que les Buccaneers vont gagner leur division quand même confortablement. Puis en série, c'est une équipe qui peut faire du dommage. Man. Baker est là, Mike Evans est bon, on a un jeu au sol qui est vraiment dominant, puis on a une ligne offensive qui se tient, puis on a des ressources en défense. Puis si Antoine Winfield peut revenir, parce que ce gars-là est tellement un game changer, change tellement la réalité défensive de cette équipe-là. Si ce gars-là peut revenir pour les séries, on va avoir une sacrée défense à Tampa Bay. Puis, la défense des Chargers, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle comme étant, si c'est pas la meilleure, c'est de loin une des meilleures de la NFL. Puis aujourd'hui, j'ai pas senti les Buccaneers être le moindrement inquiétés contre cette défense-là qui est extrêmement solide depuis le début de l'année. Fait que, ouais, man, les Buccaneers sont à prendre au sérieux. Puis, de par le fait que la division est tellement mauvaise, on va se qualifier en série. Puis, rendu en série, tout peut arriver, j'imagine. Mais je pense que les Buccaneers peuvent faire un petit bout de chemin en série. Ouais, je pense que c'est réaliste de penser ça. D'ailleurs, dans la catégorie des nouvelles choquantes, les Texans ont sécurisé le sud de l'américaine. Bravo. Wow. Bravo. On a-tu un trophée de participation à le donner parce que talk about une équipe qui se qualifie en série par défaut parce que leur division est dog shit. Et honnêtement, là, les Texans, là, à chaque fois, je me dis... Je les trosse pas, man. Comment est-ce qu'on Je vous l'avais-tu pas dit? Je vous l'avais-tu pas dit? Comment est-ce qu'on en Ouais, mais attends un peu. Diggs est plus là, puis je veux dire, ça a changé. On parlait de Diggs comme quelqu'un qui allait changer cette équipe-là. Diggs est pas là. Puis là, je veux dire, on a Aziz Al-Shir qui est tellement un gros morceau de cette défense-là qui est occupé à essayer de pogner la tête de Trevor Lawrence, fait que lui non plus est pas là, mais... Puis on a des morceaux à Houston, man, je veux dire... On a Derek Stingley, juste en défense, Derek Stingley, Daniel Hunter, Will Anderson. Ils sont legit. Il y a de quoi qui m'énerve. Il y a de quoi, mais il était juste pas encore rendu là dans leur courbe de progression. Il n'était pas rendu à une saison de 13-4 ou 14-3, mettons. Mais tu sais, un bon 10-7, gagne la division par défaut, puis gagne un match en série. Ils sont plus rendus là dans leur progression que de se rendre au Super Bowl, mettons. Mais un peu, parce que là, mettons que les séries commencent aujourd'hui, je pense que ce serait. Je pense que ce serait genre Baltimore. Je vais te sortir le portrait, ce sera pas long. J'ai envie de dire que ce serait Baltimore, mais dans tous les cas, ce serait Baltimore, les Chargers ou les Broncos. Penses-tu que les Texans peuvent gagner un de ces trois matchs-là? Moi, je pense que les Texans battent pas Baltimore. Non, mais ils battent certainement Denver. Contre Denver, je serais. Denver, je suis confiant. Je serais confiant qu'ils pourraient gagner contre Denver. Non, je le sens pas, moi. Non, moi, je pense que Houston... Parce que c'est le premier seed a le bye pour le premier tour, right? Ouais. OK. En ce moment, ça serait 2-7, 3... Ça serait Houston-Baltimore à la maison, par exemple. Ça serait pas... maison, pas maison. Tu perds contre Baltimore. Tu perds contre Baltimore. Lamar Jackson, t'en scores 6. J'avoue. T'en scores 6 points. Non, c'est touché, man. On parle la base, au sol, n'importe quoi. Non, pour vrai, si, mettons, ça commençait dimanche prochain, non, les Ravens seraient... je prendrais les Ravens sur la route avant sur les Texans. Prendrais-tu les Chargers ou les Broncos, ça va? Les Chargers, oui, ça c'est sûr. Broncos, je suis 50-50. Moi, je serais... Tu sais, je pense que Bo Nix n'est pas encore rendu là, justement, dans cette courbe de développement-là. Mais la défensive des Broncos. C'est la défensive. Si la défensive est juste correcte, ça sera pas assez. Ouais, mais aujourd'hui, Pat Surtain s'est blessé. Si Pat Surtain joue, je prends les Broncos. C'est sûr que c'est un gros coup. Je prends pas les Broncos. Je pense veux-tu qu'on parle de grands coups que Patrick Mahomes a... Oui, c'est vrai. Il faut ça. Puis aussi, Patrick Mahomes qui s'est blessé, va falloir surveiller ça. TJ Watt s'est blessé, il va falloir surveiller ça. Gros morceau de défense des Steelers. Et toujours dans la AFC, après le match Bills-Lyon, Josh Allen a été prendre des rayons X. On ne sait pas pourquoi exactement, ça va être à surveiller, mais ça peut changer la hiérarchie dans la AFC parce que en une semaine, là, Mahomes, Allen puis Watt qui se blessent, ce serait quelque chose. Écoute, tu sais, pour ce qui est de Watt et Mahomes, là, c'est sorti, il allait être évalué. Il va être évalué de semaine en semaine. Ouais, puis TJ Watt, les scans sont sortis négatifs.
OK, au moins. Mais tu sais, gars, je pense que là, j'ai vu ça. Mahomes, j'ai vu de base hebdomadaire, puis Watt, ça doit ressembler à ça aussi. Là. Ça devrait être ça. Puis rendu là, écoute, puis on veut racheter là-dessus aussi, là. Permettre de parler un peu des Steelers. George Pickens, ça fait 2 semaines aussi qu'il n'est pas là. Puis ça, c'est un gros morceau de l'attaque. Puis là, tu vois, ce qui va beaucoup nuire à Mahomes puis à Watt, c'est que pour les 2 prochaines semaines, vont être sur des semaines courtes. Parce que là, on va jouer samedi, puis on va rejouer mercredi à Noël. Fait qu'on va jouer beaucoup de matchs en 3 en 11. C'est 3 matchs en 11 jours. C'est en pas beaucoup de temps. Puis je pense que Mahomes, j'ai dit qu'il n'aimait pas ça. Moi, je suis rendu au point où est-ce que je pense que Mahomes et Watt ne joueront pas la semaine prochaine. On va essayer de les garder pour Noël parce que la semaine prochaine, Steelers, Ravens en même temps. Mais c'est ça l'affaire. Les Steelers. Tu sais, pour la fin du calendrier des Steelers est impitoyable. C'est une fin de calendrier de la mort. Mais en même temps, prends-tu le risque de le ramener contre les Ravens parce que, tu sais, pour les Chiefs, je pense que tu prends l'exemple des Chiefs, par exemple, tu t'en fous, tu le ramènes pas contre les Texans. Les Texans, c'est pas tant une menace. Oui, il faut que tu gagnes ce match-là, mais à grosse limite, je pense que tu peux te permettre de prendre une chance avec Carson Wentz. Pour le match contre les Steelers, tu peux pas. Simons et écoute, ça va dépendre comment est-ce que Mike Tomlin et compagnie ils mettent en valeur le titre de la division. C'est sûr que c'est une guerre d'ego. Tu es dans la game pour gagner. Là, au moins, les Steelers se sont assurés aujourd'hui, même dans la défaite, d'une participation en séries éliminatoires. Mais maintenant, c'est à quel point est-ce que tu vas avoir la tête de la division. Puis au moins, tu as gagné le premier match entre les 2 équipes, ce qui donne quand même un petit lousse. Tu sais, oui, tu t'égalerais à la limite. Mettons que tu ne fais pas jouer Watt, tu perds le match, t'égales c'est pas 0-2 Ravens. C'est pas 2-0 Ravens, c'est 1-1. Fait que ce serait pas le prix d'égalité advenant le cas où est-ce qu'on en vient à cette décision-là. Mais je pense que c'est plein de facteurs à considérer. Est-ce que Watt va essayer de pousser pour jouer quand même? Je pense que Watt va pousser pour jouer. Est-ce qu'on va le laisser jouer? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer dans cette décision-là d'ici samedi prochain, mais ça va être super intéressant. Mais comme je dis, Tomlin ne fait pas jouer George Pickens. Il met beaucoup plus sa valeur durant les séries éliminatoires, puis ça va être à suivre. Puis, moi, je vais juste dire, l'équipe de l'américaine qui va se ramasser au Super Bowl va avoir traversé un hostie de champ de bataille pour se rendre là. Vraiment. Moi, je regarde les Lions et les Eagles, là. Eux autres, là, si tout va bien, là, ils vont tellement arriver plus frais au Super Bowl s'ils se rendent là. Tandis que la 5e tête de série dans l'américaine, c'est les fucking Ravens. Là. C'est absolument incroyable. Ouais, mais en même temps, je veux dire, dans ton top 4, dans la FC, tu aurais les Texans, tu aurais les Chargers, les Broncos aussi qui seraient là. Fait que, oui, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où tu vas avoir les Chiefs, les Bills, les Ravens, puis même les Steelers dans une certaine mesure, que oui, j'ai plus de doutes sur celle-là, mais ça reste une équipe qui gagne beaucoup de matchs. L'autre bord, par exemple, dans la NFC, là, oui, c'est pas les gros carrières de l'autre bord, là, mais les Lions, les Eagles, les Buccaneers ont levé aujourd'hui, peuvent rivaliser avec pas mal les Packers. Les Vikings, les Packers, les Seahawks ou les Rams. Les Rams ont battu les Bills, juste le rappeler à tout le monde. Cette équipe-là peut battre pas mal n'importe qui, n'importe quand. S'ils font les séries, parce que les Seahawks peuvent encore faire les séries. Ça, si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine, ce match-là. Ça va déterminer la division, d'après moi. Puis l'autre, est-ce que j'oublie une équipe? J'oublie une équipe? Ce serait les Commanders, ça c'est non. Non, je me fous des Commanders. C'est l'équipe qui aura pas le premier seed entre les Lions puis les Eagles va torcher les Commanders première semaine. Ça va être aussi simple que ça. Hey, les gars, j'aimerais terminer un peu le sujet football avec un petit coup de gueule que j'ai pour Mark Gastineau. Pour les gens qui ne sont pas très familiers avec le personnage qu'est Mark Gastineau, c'est un ancien joueur de ligne défensive qui a joué dans les années 80 pour les Jets de New York, qui, à une certaine époque, était le détenteur du record pour le nombre de sacs en une saison, qui était 22. Et ESPN ont lancé un projet, le 30-for-30 qu'ils appellent, autour de Mark Gastineau et du fait qu'il y avait cette conspiration comme quoi il s'est fait voler son titre de détenteur, en fait son titre du plus grand nombre de sacs en une saison par Michael Strahan. C'était alors en 2001. Et tu le vois pendant tous les clips qui sortent de ça, c'est Mark Gastineau qui chiale, qui dit « Brett Favre m'a volé mon titre de record de sacs. »
Puis, Ouais, OK, parce que juste contexte vite, parce que le dernier sac de Michael Strahan pour le record, Brett un Favre demi-sac en plus. glisse. C'était un Ouais, demi-sac. qui est un demi-sac, puis Michael Strahan, qui est un bon ami de Brett Favre. Brett Favre glisse un peu, puis laisse Michael Strahan avoir le sac. Puis ça a toujours fait un petit peu controverse de est-ce que Brett Favre s'est vraiment couché pour donner le record à son ami ou non. Fait que je te laisse continuer juste donner un petit peu le contexte pour ceux qui n'avaient pas ce contexte-là. Au-delà de ça, puis je pense finalement, à revérifier, mais je pense que finalement, c'était un jeu qui avait été designé pour pas vraiment bloquer Michael Strahan là-dessus. Ouais. Qu'importe. Mark Gastineau est maintenant sur sa quête sur sa croisade, en fait, pour récupérer ça. Et il dit que c'est à cause de Brett Favre. C'est à cause de Michael Strahan qu'aujourd'hui, il n'est pas dans le temple de la renommée. Puis, on va se le dire. Tu sais, c'est combien d'années après la retraite que tu es éligible au temple de la renommée? C'est 5, je pense. Je pense qu'au football, c'est 5. Alors, Je pense. Mark Gastineau a pris sa retraite en 1988. Et à quelle année est-ce qu'il est arrivé le record de Michael Strahan? 2001. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus? Mark Gastineau était un excellent joueur défensif si on suit uniquement au chiffre parce que, ben, évidemment, je ne l'ai pas regardé jouer. De mettre le dos du fait que tu n'es pas dans le temple de la renommée sur un jeu que Brett Favre a designé pour un de ses amis, qui fait en sorte que maintenant tu n'as plus le record de sac, c'est assez pili, c'est très ordinaire de ta part. Mon gars, tu es rendu à 70 ans, passe à autre chose, tu es à la retraite, profites-en, tu as fait une bonne carrière, tu as remporté des beaux dollars, passe à autre chose. Et d'ailleurs, à quoi bon faire cet épisode, c'est pas pour un peu de propagande, mais ce record est détenu par 2 joueurs maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il l'avait pas battu, il l'avait juste égalé. Ouais. C'est vrai. Alors, TJ Watt, qui est maintenant aussi détenteur du record pour le plus grand nombre de sacs en une saison. Donc, c'était mon petit coup de gueule pour Mark Gastineau. Puis, honnêtement, mon homme, tu peux lâcher un petit peu. Lâche l'affaire, là. C'est correct. C'est pas une guerre de savoir qui est le pire humain entre toi et Brett Favre, là. C'est vraiment. Puis disons que c'est une grosse bataille à aller gagner, ça, mettons. Si tu veux partir en guerre contre Brett Favre pour le pire humain, c'est David contre Goliath. Mais David qui est quand même très puissant quand même aussi. Anyways, c'est sur ce petit coup de gueule qu'on va passer au basketball de la NBA et cette coupe de la NBA, pour ne pas dire le tournoi intra-saison, qui mettra une finale Bucks de Milwaukee contre Thunder d'Oklahoma City. Avant qu'on parle du Thunder, les gars, que dire des Bucks que là Félix, c'est la première personne que je regarde. Parce que oui, ils ont un début de saison merdique. Oui, Doc Rivers est encore à la tête. Puis, on n'est pas ici nécessairement pour faire l'apologie de Doc Rivers. Mais tu ne peux pas dénier le revirement qu'ils ont connu à leur saison, alors qu'on salue presque un retour de Chris Middleton. Ouais, presque Chris Middleton, mais on souligne surtout qu'Giannis Antetokounmpo est un surhumain créé dans un laboratoire modifié génétiquement pour être le meilleur joueur de basketball humainement possible. C'est tellement en feu. Il n'a pas marqué genre 60 points hier, quelque chose comme ça, là, 62 points ou quelque chose. Là, tu regardes ça, ce gars-là est un c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Greek Freak, là, c'est vraiment un freak athlétique, ce gars-là, puis c'est quel joueur. Puis je pourrais dire que je pourrais créditer Doc Rivers parce que j'aime pas Doc Rivers, mais oui, quand même, c'est chapeau aux Bucks de s'être relevés. Ça n'a pas été un début de saison facile pour les Bucks du tout, comme tu l'as dit. Puis là, on est en finale avec. Je pense qu'on a trouvé aussi le secret de la recette de la NBA Cup chez les Bucks parce qu'on était chez Darvin Ham qui n'avait jamais perdu en NBA Cup l'an passé. Et là, cette année, les Bucks qui n'ont toujours pas perdu en NBA Cup, qui est leur entraîneur adjoint? Mais quel hasard, c'est Darvin Ham qui est là comme adjoint. Fait peut-être que c'est juste ça le secret de la NBA Cup, puis que c'est, dans le fond, depuis le début, il faut juste que tu embauches Darvin Ham à quelque part comme entraîneur, puis tu es sûr de gagner tous tes matchs comme ça. Fait que, tu sais quoi, juste parce que j'ai envie d'être un hater aujourd'hui, je ne créditerai pas Doc Rivers pour le retour en force des Bucks. Je vais créditer le fait que par la magie noire de Darvin Ham, c'est sûr qu'on a du succès en NBA Cup. Pour les plaintes, malheureusement, je ne pourrai rien recevoir avec le temps des fêtes. J'attends les plaintes au début du mois de janvier, par exemple. Si les Bucks continuent d'être bons et que c'est pas un NBA Cup, là, j'attends les plaintes avec grand plaisir. Il y a ça, puis les gars, le Thunder.
Le Thunder qui... On avait quand même d'énormes attentes, je veux dire. On terminait quoi? C'était 2e dans l'Ouest l'année dernière. Cette année, on s'enligne fort probablement pour une première place. Et tout ça, c'était, on se disait, avec cette jeune équipe en santé qui ont perdu aussi les services de Chet Holmgren en début de saison. Bon, comment est-ce que ça va fonctionner un peu la dynamique de cette équipe-là? Surtout sur le front défensif, les gars, Luguentz-Dort est en train de voler le titre de MVP. Ben, j'aime pas dire voler parce que c'est très mérité en soi, mais c'est un titre de joueur défensif de l'année qu'on était déjà prêt à donner à Victor Wembanyama l'année passée. Oui, absolument. Montréal-Nord est là. J'aime ça. Je vais faire mon imitation de Peter Yiannopoulos là-dessus, mais Montréal est là. Je suis content. Puis, moi, je suis en train de me dire, puis je pousse un peu la réflexion là-dessus. Là, c'est un corps jeune pour encore quelques années. Moi, j'ai hâte de voir dans quelques années, mettons, quand tout aura maturé un peu, c'est quel corps de jeunes qui va être le plus marquant dans l'histoire du Standard OKC? C'est-tu SGA, Chet Holmgren, Lou Dort, puis toute la gang? Ou ça va être genre James Harden, Kevin Durant, puis Russell Westbrook avec Serge Ibaka? Hop, il y a une seule chose qui va leur permettre de dépasser cet autre groupe-là. Non, je dis pas dépasser en termes de succès, mais qui va marquer l'imaginaire collectif, mettons. Ouais, ben, je pense que c'est quand même difficile de faire mieux que 3 Hall of Famers. C'est 3 MVP juste avec eux autres, là. C'est difficile de faire mieux que 3 Hall of Famers. Ouais. On est trop tôt dans la carrière de ces 3 joueurs-là. Bon, mettons, on avait à dire aujourd'hui, chez Gilgeous-Alexander, fort probablement celui qui terminera au temple de la Renommée, puis on dit ça, puis le gars, il a juste 26 ans, tu sais. Mais au-delà de ça, je pense que c'est difficile. Mais si on gagne un championnat, il y a certainement de quoi faire avec ça pour ce qui est de ça. Luguentz-Dort, encore une fois, comme je dis, est en train de se monter un sale résumé pour une saison pour remporter le joueur défensif de l'année. Les gars, on a eu cette semaine une édition du Time, du Magazine Time. Et non, je parle pas de la personne de l'année. Je parle de l'athlète de l'année. On va faire une nuance là-dessus. Caitlin Clark, qui s'est amplement méritée, on va se le dire. Il n'y avait aucun doute que Caitlin Clark se méritait le titre d'athlète de l'année selon le magazine Time. Elle qui, à sa première saison dans la WNBA, a vraiment changé le paysage de la ligue, a réussi à faire remplir des arénas partout où elle passait, recrue de l'année et un intérêt encore plus marqué pour la WNBA. La ligue en soi connaissait quand même pas pire montée en popularité avant l'arrivée de Caitlin Clark. Toutefois, quand elle est arrivée, c'était exponentiel à un point où ça ne se décrit même pas. Et puis là, on a Sheila Johnson, qui est copropriétaire des Mystics de Washington. Parce que comme quoi, les équipes professionnelles de Washington, c'est toujours la référence pour absolument tout ce qui se passe dans le monde sportif, qui va dire les succès de la WNBA vont au-delà de Caitlin Clark. Et à ça, on répond, Sheila Johnson, tu t'es mérité le titre de raisin de la semaine. Pour vrai, j'aimerais ça, ramener ce titre à toutes les semaines. Et pour vrai, je pense qu'on ne peut pas donner meilleur exemple de raisin de la semaine à Sheila Johnson. En fait, Sheila Johnson disait que la WNBA, en tant que telle, en tant que quantité, aurait dû gagner, aurait dû être nommée sur ce titre-là. D'ailleurs, c'est dur de prouver qu'une ligue peut gagner un titre individuel comme athlète de l'année. Ça, déjà là, c'est dur à prouver un peu. Mais moi, j'ai la statistique qui m'a complètement tué cette semaine au terme de ça. L'assistance au match du Mystics cette année, 31% de toute l'assistance de la saison, ça a été les 2 games contre le Fever de l'Indiana et Caitlin Clark. I mean, pourquoi les gens, les gens puissants de la WNBA s'entêtent tellement
à pas vouloir donner de crédit à Caitlin Clark. C'est fou de voir comment sont tous jalouses. Ben, tous. J'exagère, mais à chaque fois que tu vois quelque chose qui sort de la WNBA, que ce soit Sheila Johnson, que ce soit Diana Taurasi et compagnie, il y a tellement de jalousie, c'est incroyable. Ouais. Il n'y avait pas Kennedy Carter ou du Sky de Chicago aussi qui avait... J'ai arrêté de compter toutes les interactions qu'on avait parce que rendu là, c'est juste du white noise. C'est juste... Faut croire que maintenant, dans la WNBA, t'as la mort, t'as les taxes, puis le fait que tu vas avoir quelqu'un qui va être jaloux du succès de la Ligue en raison de Caitlin Clark. Ouais. C'est dommage, man. C'est dommage. Puis, parce que, on l'avait dit, surtout au début de Caitlin Clark dans la WNBA, la Ligue doit miser sur Caitlin Clark, doit miser sur cette rivalité-là avec Angel Reese aussi, doit miser sur ces histoires-là pour gagner en popularité. Puis là, on en a une bonne avec Caitlin Clark. Puis on essaie de la rabaisser. Honnêtement, rendu là, prends un shotgun puis c'est toi dans le pied par toi-même. Je veux dire, je sais pas, man. Je trouve ça dommage, honnêtement. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a j'ai pas envie de dire, j'aime pas attraction touristique, là, mais on a quelqu'un qui attire les gens, qui attire le regard, ce qu'on essaie de faire sur cette ligue-là depuis des dizaines d'années maintenant. Et là, on a quelqu'un, puis ouais, mais peut-être qu'on aurait dû nommer la Ligue au complet. Ouais, mais pas si incroyable que ça. Ouais, mais faites juste dire oui, faites juste tout le monde accepter que oui, gars, c'est elle qui vend des billets. C'est elle qui attire le monde. C'est elle qui attire des regards sur la Ligue. Tu veux vendre ton produit. La première affaire, si tu veux vendre ton produit, détruis pas ton produit que tu essaies de vendre. C'est comme si, là, tu arrivais dans la LNH, là, puis Wayne Gretzky qui est sur le plateau de TNT, je prends cet exemple-là, par exemple. C'est comme si, à tous les fois, Connor McDavid faisait quelque chose où Macklin Celebrini, par exemple, qui est comme la nouvelle sensation, là, qui arrive du « Ouais, mais il est pas si bon que ça, là. Tu sais, j'étais un peu meilleur que ça. » Puis, non, on dit « Wow, il est cool. Venez regarder, ce gars-là est cool. Là, venez le regarder. » Come on. Félix, la NBA n'a eu aucun problème à saluer l'importance qu'a amené LeBron James, l'importance qu'a amené Michael Jordan, l'importance à la Ligue qu'a amené Larry Bird et Magic Johnson. La LNH n'a eu aucun problème à saluer l'importance de Connor McDavid, l'importance de Sidney Crosby, surtout dans le marché de Pittsburgh. Idem pour Mario Lemieux. On n'a eu aucun problème à les saluer. Puis là, dans la WNBA, tu vas commencer à faire des crises de jalousie parce que Caitlin Clark devient comme trop importante pour la Ligue. Le pire dans tout ça, c'est parce que les chiffres le supportent. À quel point, Félix, je sais que tu n'as pas voulu utiliser le mot attraction touristique, mais c'est triste, mais c'est vrai, c'est ça. Elle remplit les arénas avec sa présence seule. Stats don't lie. Puis c'est pas juste au niveau des billets, des assistances, tout ça. Le sport en tant que tel, dans 15-20 ans, on va parler au terme d'athlètes, de joueurs de basket, de génération Caitlin Clark. Tu sais, ça va prendre du temps, mais dans 15-20 ans, ça va être ça. Là. On va voir du monde universitaire, puis ça va tellement monter le talent parce qu'il y a tellement de jeunes filles qui vont donner une chance au sport et peut-être se développer en tant que tel. Mais en même temps, Mio, on salue la NBA, mais en même temps, la NBA, c'est la même ligue qui arrête pas de dire que genre les années 90, c'était la meilleure époque. Puis bizarrement, on est en train de voir des baisses dans les voyons, en termes de téléspectateurs, dans les ratings. Le cas de popularité de la NBA est bien à la baisse en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, la NBA, mais je regarde ces temps-ci, du monde comme TNT et ESPN, là, ça pourrait, on pourrait peut-être vendre un peu le produit actuel un peu meilleur que ça. Mais tu sais, écoute, LeBron James, qui là, il est en fin de carrière, puis les grosses conversations qu'on a dans la NBA, c'est, écoute, LeBron James, il reste quoi? 1 an? Il va rester 1 an et demi l'année prochaine. Même pas sûr qu'il va finir la nuit. On a un beau bassin. On a un beau bassin de jeunes joueurs talentueux, spectaculaires, qui sont capables de faire lever les foules. En Anthony Edwards, en Victor Wembanyama qui s'en vient, en, je sais pas, Luka Doncic. Nikola Jokic, qui est quand même relativement jeune, même s'il a quelques années d'expérience dans la ligue aussi. Là.
Victor Wembanyama peut-être pourrait être ce joueur, mais t'as pas un héritier à ce que LeBron James a fait. Non. Victor Wembanyama est celui qui a le potentiel peut-être d'amener une aussi grande importance culturelle que LeBron James l'a fait, que peut-être Kobe Bryant l'a fait. On vit depuis les années 80 une certaine dynastie de joueurs qui transcendent la ligue. Et puis, Victor Wembanyama, comme je dis, il a ce potentiel. Mais ça va prendre quoi? Un championnat des Spurs? Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être le fait qu'il ne soit même pas américain aussi? Ben, je pense qu'il y a aussi le fait que je pense que même lui-même ne veut pas être. On a déjà eu cette discussion-là. D'être le visage de la franchise, je pense pas que Victor Wembanyama tient tant à y aller. Mais en même temps, connaissant les médias de l'NBA, on s'en fout du championnat à San Antonio parce que c'est pas avec les Knicks ou les Lakers. Fait que ça sert à quoi d'y donner un championnat si c'est pas dans un gros marché, ça sert à quoi? Non, mais attends qu'il arrive plus proche de son autonomie puis que tout le monde se mette à dire ouais, mais attends que les Lakers le signent. Ouais, mais attends qu'il est dans un gros marché. Attends qu'il est avec les Lakers. Attends qu'il est avec Boston. Insupportable. Venant de quelqu'un qui a vu Anthony Edwards signer un gros contrat et 3 jours après, comme, ouais, mais attends qu'il arrive avec les Lakers. Dude, laisse les petits marchés avoir quelque chose à un moment donné aussi. Tu veux faire grossir ton produit, il est déjà là à LA, tu n'as pas besoin de le grossir là-bas, tu as besoin de le grossir au Minnesota, à San Antonio. Bon, peut-être pas des bons exemples, parce qu'à San Antonio, on a quand même une bonne histoire de succès, mais tu veux que ces plus petits marchés-là attirent du nouveau monde aussi. Oui, tu veux des gens à New York et à LA, mais grandis tes petits marchés aussi. Je veux dire, comment? Comment? Donc, les gars, c'est sur cette conversation qu'on va passer au hockey pour terminer les blocs. Finalement, on peut dire Lane Hutson a un but dans la LNH. C'est arrivé dans le cadre d'une défaite, disons-le, contre les Jets de Winnipeg. Mais Lane Hutson qui arrive sur l'aile gauche et qui place un tir parfaitement dans la lucarne c'était pour donner un but. Contre Connor Hellebuck. C'est ça, contre le meilleur goaler de la ligue. Connor Hellebuck. Très exactement. Puis là, tu te dis, enfin un but pour Lane Hutson. On célèbre, mais peut-être que ça va être la solution pour essayer d'aligner des victoires chez les Canadiens, mais au-delà de ça. Non, je te confirme, il va être la solution. Ouais. Écoute, il devrait. Déjà que ça a pris un petit peu de temps, mais il a eu du temps sur la première vague en avantage numérique. Maintenant, on peut voir qu'il est capable de marquer. S'il peut juste devenir une menace supplémentaire sur cette première vague, ça serait littéralement, on va dire 4 marqueurs de but et demi. En Nick Suzuki, Cole Caulfield, Patrick Laine et compagnie. Lane Hutson pourrait être juste à moitié une option pour marquer. Je pense qu'on va être content du côté des Canadiens. Les allégations de Glorified Victor Mété sont officiellement mortes. Ça, je suis juste content. Combien de temps ça avait pris à Victor Mété pour marquer son premier? C'était au-dessus de 100 games. Je pense que c'était 120. oui, c'était long. Ouais. Je pense que ça avait pris 120, 130 games, je pense. Quelque chose de même. Mais 127. Seigneur, man. Il n'y en avait pas marqué 2 aussi dans ce même match-là? Oui, il en avait marqué 2. Non, c'était contre le Wild. Il en avait marqué 2. Je suis assez confiant que c'était contre le Wild. Me semble que c'est ça. Ben, je pense que dans ma tête, c'est parce que, me semble dans ma tête, il en avait marqué 2, puis genre 3-4 jours après, il avait scoré son 3e, genre 3 games plus tard. Ouais, il était inarrêtable. Mais tu sais, pour revenir un peu à Lane Hutson, ce gars-là n'a pas un tir élite, ou particulièrement élite, mais n'a pas un mauvais tir non plus. T'sais, surtout ce genre de tir-là, il l'a marqué quand même assez souvent dans l'NCAA, puis je pense que Là, je pense qu'il y avait cette pression-là aussi de mon Dieu, j'ai-tu remarqué un autre but dans ma vie, parce que ça faisait comme 20. Ça a pris 29 matchs cette année avant. En fait, il a marqué à son 30e, 2 l'an passé. C'était quand même son 32e match dans la NH avant qu'il marque son premier but. À un moment donné, tu dis. Mais là, la pression va probablement diminuer un peu, puis je pense qu'on va peut-être le voir marquer un petit peu plus. Sans dire qu'il va marquer des 15-20 buts par année. Je pense que c'est un gars qui peut en marquer une dizaine, mais qui va faire le gros de son jeu, avec le gros de ses points avec des passes, évidemment, là, mais c'est un passeur incroyable. Mais s'il est juste capable d'ajouter une petite touche de marqueur en plus, ça va faire de lui une arme offensive encore plus redoutable que ce qu'on a déjà vu à Montréal. Puis
il va gagner en confiance et tout, mais offensivement, ce gars-là sait jouer. Je pense que ceux qui avaient encore des doutes, j'espère que ces doutes-là sont morts pour de bon. Puis défensivement, il tient son bout aussi. C'est surtout ça qu'on se demandait, est-ce que ça va tenir défensivement? Moi, je ne l'ai pas vraiment vu très souvent se faire complètement déculotté dans sa zone. Puis je pense que tu peux pas vraiment demander mieux pour un défenseur. On le voyait un petit peu en début de saison, là. On voyait un petit peu en début de saison quand tu sortais les mimes de Victor Mété, peut-être -4, mais il a réussi à déjouer Evgeny Malkin, puis tu vas voir les fans des Canadiens sauter sur Lane Hutson plus que Victor Mété, là. Lane Hutson, bien sûr, oui, bien sûr. Classique fin d'émission où je commence à déparler et à perdre un petit peu mes repères. Ça pour dire, les gars, on parle des Canadiens, tout ça. Est-ce que vous voyez un retour possible de Zachary Fucale en Amérique du Nord? Lui qui, on va se dire, domine en Europe. What a time to be alive. D'avoir une conversation de est-ce que Zach Fucale va revenir dans la Ligue nationale à genre 30 ans? Pour vrai, ça serait incroyable. Ce serait. Ouais, puis la dernière fois qu'on l'a vu, il n'avait pas été mauvais. Là, écoute, c'est un petit échantillon. C'était 4 matchs, mais il n'avait pas mal fait avec les Capitals. Il n'a pas fait genre 2 jeux blancs là-dedans? Ouais, il était vraiment fort pendant ce petit 4 matchs-là. C'est hyper cool comme échantillon et tout. Mais en ce moment, je me dis, peux-tu vraiment être pire que Kaden Primo? Mais en tout cas, là n'est pas le point. Là, mais je pense que même là, surtout un retour à Montréal, j'y crois pas vraiment dans le sens où. Je pense que l'année prochaine, Dobège va être l'auxiliaire de Montembeault, puis Fowler va être en bas avec Connor Hughes ou un autre vétéran. Bref, tout ça pour dire, je pense pas qu'il y ait vraiment une place pour lui à Montréal. La question que je me pose, c'est est-ce qu'une équipe va prendre une chance avec lui? On sait que la LNH, dans les dernières années, vise vraiment des grands gardiens. C'est rare que des plus petits gardiens ont une chance. Si je ne me trompe pas, Fucale, c'est 6-1. C'est 2. Ça reste grand. C'est moyen. C'est même juste en dessous de la moyenne pour un goaler. Exact, c'est ça. Puis maintenant, on est dans les goalers, ils sont sur 6-5, 6-6, puis on veut aller chez des grands bonhommes parce que tu peux pas apprendre la taille à quelqu'un. Tu peux pas apprendre à un gars à être plus grand, mais je pense que je pense qu'il peut être utile, mais de là à dire qu'il peut être un régulier dans la LNH, je me demande si c'est réaliste, mais écoute, j'y souhaite qu'une équipe prenne une chance, peut-être comme numéro 2 ou numéro 1B, par exemple, puis qu'on lui donne une chance de prouver sa valeur en Amérique, parce que ça avait été un premier passage assez difficile dans la LNH et tout, puis j'espère qu'il va avoir comme une deuxième chance. Revenir à 30 ans, j'ai l'impression que c'est un petit peu tard, mais on verra. Ce serait 31 parce qu'il arriverait l'année prochaine, là, mais j'ai hâte de voir ce que ça donnerait pour un éventuel possible retour de Fucale, parce que c'est Kevin Weiss qui disait qu'il y avait de l'intérêt aux 4 coins de la LNH pour un retour de Fucale en Amérique, donc ça va être à surveiller dans les prochains mois. Si 30 ans, c'est trop tard, tu diras ça à Tim Thomas juste pour voir. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça, est-ce qu'une équipe va vraiment prendre la chance avec un gardien? Connor Hughes était dominant en Europe. Il a eu droit à un contrat de la Ligue américaine avec le Canadien. C'est à ce niveau-là que je me demande. Est-ce qu'une équipe voudrait vraiment comme donner un contrat à la LNH, donner un rôle assuré dans la LNH? C'est là que je suis un petit peu moins sûr. Je veux juste un goaler avec le numéro 60 à Montréal. Un nouveau goaler avec le numéro 60. Je viens d'avoir un moment d'élimination en parlant de vouloir amener des grands gardiens. Les jours où ça va être la génération Z. La génération qui a joué à NHL les modes Ultimate Team entre 2013 à 2018, où la meilleure affaire que tu peux faire pour ton Ultimate Team, c'était d'avoir un grand gardien. L'époque où Ben Bishop était le meilleur gardien. Ben Bishop n'était seulement qu'un 87, 88 gros maximum, mais il était 6 pieds 5. Tu le mets dans les buts, il arrête toutes les rondelles. Même, je pense, même plus que ça, je pense que c'est genre 6 et 7. Je pense que c'est 6 et 7, Bishop. Sur 15 et 16, Ben Bishop a été mon gardien de but pendant une bonne partie de l'année. Certain. Puis je pense que la seule raison pourquoi j'en avais un plus haut, c'est parce que je l'avais comme ouvert dans un pack. Puis je réalise combien d'argent j'ai perdu en dépensant là-dessus. Ça, pour vrai, je fais juste un petit aparté là-dessus. Un jour, au Perron d'Église, j'aimerais ça vous entendre genre vos lores de joueurs Ultimate Team random, mais qui étaient absolument incroyables. Tu sais, genre des Ben Bishop de même. Tu sais, moi, Félix, on a une liste de même là, sur MLB. Je suis sûr qu'il y en a plein sur NBA 2K. Là. Vous voulez parler d'une tilt line sur NHL? Est-ce que vous aviez ça, les tilt lines?
C'était quoi ça Fait déjà? que c'était votre 4e ligne, c'était juste des joueurs bronze. Parce que ça faisait en sorte Oui, ça faisait en sorte que oui. vu que vous aviez une équipe moins forte, vous allez vous retrouver contre quelqu'un avec un niveau similaire. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est manuellement changer vos lignes pour vous assurer que la 4e ligne ne tombe jamais sur la glace. Mais le jeu vous donnait un avantage là-dessus. Fait que je pense que le classique, c'est genre David Leguan, John Scott, puis Colton Orr, tu sais. Wow! J'ai pas joué au Ultimate Team sur NHL, mais wow, ça c'est incroyable. Ou le glitch pour avoir les contrats illimités. Oh, ouais, Parce qu'il fallait que tu mettes des contrats sur tes joueurs pour que tu puisses jouer avec. Mais tu avais un glitch que, genre, si tu appuyais sur Start une couple de fois avant que le match il commence, ah ben tout d'un coup, là, tu rentrais dans une game. Mais ça fonctionnait comme une fois sur 3. Sinon, ça faisait juste te dire, ah ben, tu as des contrats qui sont expirés, il faut que tu relances ça. Ok, parfait, alors, je l'ai fait. Ah! Alright, je peux jouer. Fantastique. God damn. Wow. Heureusement, j'ai vite droppé d'Ultimate Team puis j'ai joué en LHES avec des amis. Ça, c'était ouais, c'est mieux. Je pensais que Mio allait dire, genre, j'ai droppé l'Ultimate Team pour ma santé mentale. Sur ce que j'ai fait, j'ai commencé à jouer à League of Legends. Non! Il y a comme la vie avant League of Legends, puis il y a la vie après League of Legends. Où il y a toujours une relation toxique avec un jeu vidéo où de 2011 à 2017, c'était très, 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 très intensément Call of Duty. Là-dedans, ça se chevauche entre le Call of Duty et le NHL jusqu'en 2019. Là-dedans, tu avais Counter-Strike, que j'ai beaucoup joué. Oh oui. Quand ça s'est arrêté, c'était Rocket League et League of Legends a commencé là-dedans. Non, mais... Y avait-tu Overwatch aussi là-dedans, un peu... Malheureusement. Oh, ce bloc hockey a complètement dérapé. En tout cas, faites-nous savoir si vous voulez un épisode de gaming. Ça va me faire un plaisir de vous parler de relations toxiques. Anyways, les gars, vous savez où on est rendu dans cette émission-là? Merci bien pour le Q-Pop. Donc, vous l'aurez entendu, c'est le Perron d'Église. Alors, le Perron d'Église, chaque semaine, on vous envoie une invitation sur les réseaux sociaux de nous partager vos questions, vos commentaires, n'importe quoi qui est assez scandaleux. On va les lire, on va partager ça, départager ça, on va débattre, puis on va voir ce qui en ressort. La première question, mesdames et messieurs, nous provient de William Savard sur Facebook qui dit « Est-ce que la tâche d'être le seul bon gardien de but à Montréal nuit à l'ascension de Montembeault, qui pourrait avoir une trop grande charge de travail ou un trop grand stress? » Oui. En fait, je change ma réponse. Oui, parce que c'est pas parce que c'est le seul bon gardien, c'est parce que c'est le seul vétéran. Puis que, dans le fond, il faut qu'il mentore un peu le jeune Primo au lieu d'être mentoré par un gars qui a de l'expérience. Montembeault fait encore ses dents comme un vrai numéro 1 dans la LNH. Oui, commence à être rodé. On sait que c'est un gardien de la LNH. On sait qu'il est de ce calibre-là, mais c'est la première année où il est vraiment, vraiment, vraiment numéro 1. Puis on le voit cette année, il est quand même capable de sortir d'excellentes performances, mais il y a des fois où tu te dis peut-être qu'éventuellement, il va se brûler un petit peu. Dans les dernières années, ça n'avait pas été un problème parce que Jake Allen prenait énormément de départs à Montréal. Mais je pense que c'est pas tant le fait que ce soit le seul bon gardien, mais c'est surtout le fait que son auxiliaire, qui n'est pas bon, est un jeune gardien qui n'a pas plus d'expérience en tant que numéro 1. Fait que les deux apprennent sur le tas. Il n'y a comme pas quelqu'un qui est là pour les aider à travers tout ça. T'sais. Oui, l'an passé, il fallait que Jake Allen parte. Je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que 3 gardiens, ça ne fonctionnait pas, mais à un moment donné, ça te prend quand même un gars qui a cette expérience-là, puis qui sait c'est quoi de garder autant de matchs, puis qui est là pour les jeunes un peu, puis c'est pour ça que des fois, je parle de, mettons, rappeler Connor Hughes ou quoi que ce soit. T'sais. Connor Hughes n'a pas d'expérience comme numéro 1 dans la LNH et tout, mais c'est un gars qui a de l'expérience, un gars qui est là depuis longtemps, puis juste des fois, une présence de vétéran, je suis vraiment dans les gros clichés, puis je le sais, mais une présence de vétéran, ça peut comme calmer les choses, ça peut stabiliser les affaires. Là, au lieu d'avoir ça, Montembeault a un gars que quand il arrive dans le match, des fois, il en accorde un, puis là, dès qu'il en accorde un, il en accorde un deuxième, puis il en accorde un troisième, puis il en accorde un quatrième. Fait que Montembeault a la pression d'être parfait, puis dès qu'il l'est pas, ben là, t'as Primo qui arrive, puis qui fait encore pire, fait que Montembeault revient, puis fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là qui est la dynamique de comment ça peut affecter Montembeault d'avoir un gars comme Primo comme auxiliaire en ce moment. Moi, ce que je te dirais, c'est que quand on a signé Samuel Montembeault, c'est quoi, pour 3 ans, 4,5 millions,
chaque année, ish environ. C'était moins que ça. C'était pas moins que ça. J'ai 3,4 dans la tête. OK. Ah, ben, en tout cas, dans ces eaux-là, on a signé ce contrat-là avec l'objectif que Samuel Montembeault devienne le numéro 1 jusqu'à ce que Jacob Fowler arrive éventuellement dans 2-3 ans. Mettons, dans le meilleur scénario, Jacob Fowler arrive dans 2-3 ans dans le meilleur des scénarios. Moi, tant qu'à moi, Samuel Montembeault, ça a été. L'organisation l'a identifié comme numéro 1, doit jouer comme un numéro 1. Puis je ne parle pas en tant que performance sur la glace. Je parle en termes de responsabilité et de charge de travail. Ce gars-là, s'il veut se prouver, parce que je pense qu'à travers la Ligue nationale de hockey, je pense qu'on voit Samuel Montembeault comme un régulier qui peut rendre de bons services. Mais est-ce que c'est vraiment, aux yeux de tout le monde, unanimement, un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale? Moi, je ne suis pas sûr de ça encore pour l'instant. Donc, ce gars-là doit prendre responsabilité, doit jouer 50, 55, 60 matchs parce que c'est ça qui doit arriver. Puis là, Cayden Primo n'est pas capable d'obtenir un départ de qualité. Mais en même temps, on se dit est-ce que c'est vraiment Samuel Montembeault va se brûler ou c'est juste la défensive est tellement mauvaise devant lui que finalement, c'est ça qui va le tuer? Écoute, Samuel Montembeault, selon les chiffres de mon époque, a le 5e pire but contre expected. Dans le fond, on s'attend à peu près à ce que Samuel Montembeault donne 67, 68 buts contre avec, mettons, les qualités de tir de l'adversaire et tout ça. Et quand même, Samuel Montembeault est quand même dans le positif pour les buts sauvés par-dessus ce qu'on above expected, finalement. Donc, c'est un gars-là qui est capable de faire le travail. Mais c'est parce que défensivement, devant lui, on donne tellement de chances de marquer que, même ce gars-là, il doit faire des miracles soir après soir pour espérer avoir une bonne performance. Écoute, honnêtement, moi, j'ai lâché, quand c'est devenu 4-2 Pittsburgh, j'ai lâché la 3e période. Fait que j'ai vu aucun but de comment que ça s'est marqué. Est-ce que c'est la faute de Montembeault ou non? Écoute, ça, je le sais absolument pas. Mais c'est vrai que quand tu donnes des périodes de 5-6 buts, comme on a vu contre les Penguins cette semaine, il y a 2 semaines contre les Golden Knights de Vegas. On a encore en souvenir la game contre les Rangers puis le Kraken un peu plus tôt cette saison. Ouais. Écoute, je ne sais pas quoi penser. Visiblement, ça, c'est sûr et certain, ça prend un deuxième gardien. Cayden Primo n'est pas capable de faire le travail encore pour l'instant. Est-ce qu'on peut être capable de trouver un semblant de wish Jack Allen à quelque part pour essayer de l'épauler à quelque part? Je ne sais pas. Mais écoute, pour vrai, j'aimerais ça qu'il y ait un peu d'aide, mais si tu veux qu'il fasse sa défensive, on joue tellement mal défensivement devant lui, on n'est pas capable de rien faire. Mais tu vois, c'est ça mon point. Tu parlais de Pittsburgh, ça allait tellement mal, ça a été l'hécatombe totale en 3e période et tout. Puis Martin Saint-Louis a pris un temps d'arrêt à un moment donné. Puis, tu sais, Montembeault arrive au banc. Puis c'est là, je trouve, c'est là qu'il y a vraiment la différence. Tu sais, si tu avais eu, puis je vais prendre le nom de Jake Allen, parce que on le connaît et tout. Puis si tu avais un Jake Allen, peut-être que Allen peut prendre Montembeault, puis juste se dire, gars, c'est beau, man. Tu sais, juste. Je vais prendre les 15 dernières minutes de la game. Là, Primo, tu veux qu'il fasse quoi? Primo a encore moins d'expérience. Primo est tout le monde sait qu'il est numéro 2 et pas ça marche pas. Puis je pense que Primo est encore plus suspect que Montembeault à accorder. Une fois que tu en accordes 1, en accorder 2, en accorder 3. Montembeault est quand même capable de se relever de ces situations-là. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il s'est beaucoup amélioré là-dessus depuis ses débuts à Montréal. Mais Primo, man, c'est épouvantable. Puis aussi, ça te met cette pression-là à Montembeault de dire, ben, gars, je peux pas avoir un mauvais départ parce que, ben, si mon auxiliaire rentre, on va se faire trouer encore plus. Puis, tu sais, Primo prend un départ, puis, mais Montembeault de dire, ben, tu sais quoi, ça se peut que je sois obligé de gauler à soir, puis que, d'après moi, ça le met dans une position où c'est difficile pour lui de faire un fou, tu sais, un reset, puis de vraiment être comme que cette pression-là se calme et tout. Après, il doit comme tout le temps être. Ouais, ça se peut soit là. Ça se peut. Puis il peut jamais prendre un pas de recul. Puis je pense que c'est là que c'est très laborieux d'avoir un Cayden Primo au lieu d'un Jake Allen comme numéro 2 à Montréal. La deuxième question. Peut-être de mourir. Peut-être de mourir, mais.
La deuxième question, pardon, qui nous provient de Mathieu Vachon qui dit « Il est grand temps que les Red Wings enterrent la hache de guerre avec Sergei Fedorov et retirent son célèbre chandail numéro 91. Le fait qu'il lui souhaite joyeux anniversaire sur leurs réseaux sociaux cette semaine semble aller en ce sens. Il était plus que temps. Parce que, pour ceux qui ne savent pas à la maison, Sergei Fedorov a eu un petit beef contractuel avec les Red Wings vers la fin des années 90. Parce que, bref, qui a mené à une séparation plutôt horrible, qui fait que jusqu'à très récemment, on semble ignorer Sergei Fedorov dans la grande histoire des Red Wings de Détroit. Et ça, je dis honnêtement, c'est scandaleux. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Pour vrai, j'entends ça, puis tu sais, Mio, tu disais comme, tu sais, oui, on connaît l'histoire. Pour vrai, j'avais jamais entendu parler de ça, genre, avant cette semaine, en fait. C'est pas une chose. J'ai appris ça, genre, en fin de semaine, que moi, Sergei Fedorov, moi, c'est absolute legend. Tu sais, je pensais pas que c'était... Tu sais, c'est un gars tranquille, tu sais. Une super vedette qui gagne le Circle Lady Byng, tu penses que ce gars-là n'a aucune controverse. Pardon? C'est quoi cette affaire-là? Puis, pour ça, un peu qui veulent un peu plus de détails là-dessus, c'est à la fin, je pense c'est quoi? Je pense que c'est fin des années 90, 97-98. On s'entend pas du côté de Détroit et Fedorov, puis finalement, Fedorov manque à peu près le 2/3 de l'année, fait un hold-out pour avoir un contrat et utilise une offre hostile des Hurricanes de la Caroline pour obtenir le prix qu'il voulait, ce qui est 6 millions puis 38 millions de dollars. En 1997-98, là. On s'entend, là. C'est pas de la petite argent, mesdames, messieurs. Finalement, ça avait forcé Détroit, qui n'était pas encore sous le fils d'un cap salarial à l'époque. On était avant 2004-2005. Ce qui fait en sorte que ça avait coûté de sacré argent à Mike Elish, le propriétaire dans ce temps-là. Et ça avait causé de la distraction. Puis, à la seconde que Sergei Fedorov est devenu joueur autonome sans compensation, il a quitté Détroit et s'est en allé vers... Sergei Fedorov qui joue avec Anaheim, premièrement, je trouve ça encore bizarre, même encore aujourd'hui. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, oui, on a souhaité bonne fête à Sergei Fedorov, mais Jeff Memrick précisait sur Twitter que c'est pas la première fois qu'on le fait dans les réseaux sociaux des Red Wings. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment un signe qu'on va enterrer l'âge de guerre des deux bords. Non. Je sais pas, man. J'espère, parce que c'est dommage, parce que c'est une légende de l'organisation qu'on reconnaît pas, mais c'est bizarre comme situation. C'est vraiment, vraiment bizarre. Puis ça a l'air d'être le genre d'affaire où tu te dis, gars, mettre des deux dans la même pièce un après-midi, là, on jase, on se dit ce qu'on a sur le cœur, puis on lave notre l'échelle en famille, là, puis comment, on règle ça pour de bon, puis on met un calumet de la paix, au centre de la table. On règle ça, tout le monde, c'est fait, là. Comment? Mais oui, Mio a absolument raison. Il faut absolument que parce que le 91 mérite d'être... Comme très iconique. Oui. Ouais. C'est pas 91 Sergei Fedorov, c'est genre 91 Steve Yzerman parce qu'il inversait son 19, parce que Joe Sakic avait déjà le 19, ses équipes canadiennes. Ouais. En tout cas, bref. Non. On veut ça au sommet. Puis longue vie à Sergei Fedorov, légende des Capitals de Washington, Sergei Fedorov. Et la dernière question qui nous provient de Producer Ali qui dit: est-ce que Patrick Laine aurait dû recommencer en étant poche? C'est quand même scandaleux à dire. Est-ce qu'il met la barre trop haut et risque de devenir le prochain Kirby Dach? Ce qui, ça aussi, est très insultant. Écoute, je pense que, tu sais, clairement, je pense que Marqué, ça y a fait, surtout que Marqué au début, ça y a fait du bien. Ça a été tellement difficile pour lui de revenir, que ce soit le programme d'aide aux joueurs, que ce soit le fait de vouloir quitter Columbus, le fait d'arriver, se blesser au genou pendant les matchs préparatoires. Tu sais, il y a eu beaucoup d'épreuves et tout, puis je pense que ça a dû y faire du bien de recommencer à marquer puis rapidement. Mais il faut faire attention, effectivement, en tant que partisan pour Patrick Laine, parce que Patrick Laine n'a toujours pas marqué un but à 5 contre 5. Oui, il a 3 buts, mais 3 buts en avantage numérique pour le moment. Ça vaut comme un but pareil, mais c'est évidemment toujours un petit peu plus facile de marquer en avantage numérique que de marquer à 5 contre 5. Je pense que c'est en tant que partisan, de gérer un peu les attentes, garder ça réaliste, se rappeler que
le gars revient d'une grosse blessure, puis c'est normal. Ben, d'une grosse blessure, vient d'une longue absence, puis c'est normal que ça n'allait pas toujours bien, qu'il y ait des hauts et des bas. Puis je pense que Kirby Dach aussi, il fallait s'attendre à ça, que ce soit un petit peu plus difficile pour lui à ses débuts, puis à son retour au jeu. Puis ça commence à faire longtemps, mais tu sais, Andrei Svechnikov avait eu la même blessure, puis ça y avait pris quasiment un an au complet sans remettre. Il faut être patient, puis il ne faut pas penser que tout va se régler aussi rapidement que ça. D'ailleurs, prenez des notes, parce que David Reinbacher, même blessure que Kirby Dach, ça va être la même chose, ça va prendre du temps. Mais il faut être patient, puis tu sais quoi, ça se peut que l'année en marque pas un autre pendant 5-6 matchs, puis ce serait plate, mais c'est possible, puis c'est de comprendre que le gars reste un bon joueur malgré tout. On l'a vu, même Rouillé était capable d'avoir un impact sur le match. C'est un joueur qui a ses limites, mais un joueur qui est tellement peut être un gros morceau dans un top 6 pour un avantage numérique aussi. Fait que c'est de là à dire qu'il aurait dû commencer en étant poche, je sais pas. Je pense que ça a quand même eu des bénéfices pour lui de revenir puis de marquer. Ça lui a fait du bien. Puis d'avoir une bonne dose d'amour à Montréal, j'imagine que ça a dû lui faire du bien, mais c'est ça, maintenant de tempérer les attentes puis de réaliser que il y a eu des beaux moments, mais il va y avoir des creux de vagues, puis il faut vivre avec ces creux de vagues-là. En tout cas, venez pas me faire dire que Patrick Laine n'a pas le time of his life en ce moment-là. Ouais. Ça serait pas si c'était dans un effort victorieux, mais... Ouais. Mais... Hey, écoute, tu sais, ça a quand même fini 4-2 contre Winnipeg, contre l'une des meilleures équipes de la Ligue. Puis, je sais pas si vous avez vu les highlights, mais genre, la rondelle a frôlé la ligne genre 2 fois du côté de Montréal. Tu sais, ça aurait pu tellement, genre, au moins aller en prolongation de ce côté-là. Ouais. Puis, je fais juste compatiser avec Connor Hellebuyck qui en a mangé une sur le crâne de Patrick Laine durant cette rencontre-là. Oui. Mais imagine un enfant qui arrive à... Mettons, un tir des poignets, là, facilement un 90 000 à l'heure qui t'arrive sur le crâne de même. Là. Ouais, ça rentre. Puis tu sais, hier aussi, il ne faut pas oublier, Laine n'a pas marqué hier, mais sur les 28 tirs au but du Canadien hier, Laine en a 7. Ce gars-là est un sniper, puis il ne veut pas, à force de tirer, ça va finir par rentrer. Fait que je pense que Laine va continuer de marquer, de se mettre à parler de 30 buts et tout, c'était irresponsable. Là. Je pense qu'il fallait jamais s'attendre à ce que ce gars-là marque 30 buts cette année, mais s'il est capable de finir avec 15-20, ce serait déjà super bien. Puis, dans une année, on le rappelle, là, il y a 2 mois, on parlait de Patrick Laine, on a fait « Il va-tu rejouer cette saison? » C'était aussi quand avec l'incident avec Cédric Paré, c'était « Est-ce que Patrick Laine va rejouer cette saison? » On parlait des ACL, on parlait de peut-être saison terminée. Finalement, il est revenu un petit peu plus tôt qu'on pensait, tout début du mois de décembre. Puis, à un moment donné, il faut être conscient de tout ça, puis de remettre les choses en perspective. Puis, mais juste le fait qu'il joue cette année, c'est déjà vraiment cool. Là. C'était pas supposé arriver, puis c'est déjà vraiment, vraiment, vraiment cool que Patrick Laine joue. Fait on calme les attentes un petit peu, on garde ça réaliste, mais on peut quand même avoir du fun et se dire que c'est vraiment cool d'avoir ce sniper-là qui tire puis qui va en marquer d'autres débuts à Montréal. Je pense qu'il n'y a pas aucun doute là-dessus sur le fait que Patrick Laine va marquer d'autres buts à Montréal. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la Triple Menace du 15 décembre 2024. C'est aussi ce qui met fin à l'année 2024 pour la Triple Menace en matière d'actualité. Les gars, juste avant qu'on se quitte, est-ce qu'on a des remerciements à faire pour l'année 2024? Absolument. On remercie, on remercie tout le monde qui nous suivait. On a mis sur nos réseaux sociaux les stats juste pour SportFR. On n'a pas Apple puis YouTube de ce côté-là, mais la croissance par rapport à l'année passée sur une première année complète, c'est absolument vertigineux. On vous remercie de nous suivre. On aime déconner avec vous. J'aime déconner avec Mio et Félix semaine en semaine, mais on déconne aussi avec vous autres durant la semaine. Puis, écoute, on fait juste continuer, c'est bien le fun de ce côté-là. Joyeux Noël, bonne année. On revient, on espère revenir peut-être pour le 5 décembre. Janvier. 5 janvier, merci. On revient dans un an. La prochaine année, oubliez-nous. Décembre 2025, on prend une année. C'est ça, oubliez-nous pour toute la prochaine année. Fait qu'on revient pour l'épisode du 5 janvier qui va être la finale du championnat mondial de hockey junior qui est à Ottawa cette année. Moi, ça va être mon go-to encore cette année pour le temps des fêtes.
Donc, grosse année 2025 qui nous attend. Puis, au plaisir de vous retrouver tout le monde très bientôt. Puis ça va. L'année 2025 pour la triple menace va certainement commencer avec un sale bang. On a un épisode très spécial avec un invité très spécial qu'on va avoir pour vous. Là. Ça va être super le fun. Félix, toi de ton côté? Merci à tout le monde qui nous a suivis toute l'année. Un peu comme Pop disait, ça a été incroyable de voir grandir un petit peu de mois en mois, de semaine en semaine. Puis une tonne d'amour à tous ceux qui passent leur lundi matin, leur lundi après-midi avec nous, qui nous écoutent parler de tout et n'importe quoi, qui nous écoutent parler d'un bloc hockey qui finit à parler d'Overwatch. Tu sais, c'est des rap. Nous écoutez un podcast de maths, un podcast de météo, un podcast de finance, un podcast de crypto, un podcast de tout et n'importe quoi, mais surtout un podcast de 3 gars qui ont bien du fun à jaser de sport et de tout et de rien. Et surtout, je vais prendre un petit moment pour remercier deux personnes qui travaillent dans l'ombre avec nous, mais qui méritent tout l'amour du monde, parce que la triple menace, oui, c'est nous 3, mais il y a 2 personnes qui travaillent avec nous. Producer Ali, que vous connaissez, qui est... ce gars-là nous aide tellement plus que vous pouvez vous imaginer, puis une tonne d'amour à ce gars-là d'avoir cru en ce projet-là, d'avoir embarqué avec nous. Et notre monteur depuis quelques mois, Jérémy Frappier, qui fait de l'excellent travail. Si vous avez remarqué que nos clips sur les réseaux sociaux sont rendus pas mal cool depuis un petit bout, ben c'est à lui qu'il faut aller donner de l'amour. Prenez le temps d'aller écouter un peu ses affaires qu'il fait. Ce gars-là est tellement talentueux avec une caméra dans les mains, puis c'est incroyable. On est très, très, très reconnaissant d'avoir un gars comme Jay qui travaille avec nous. Et certainement... On va souhaiter beaucoup d'amour à Producer Ali, mais pas un Super Bowl pour ses Chiefs. C'est juste ça. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Surtout qu'entre-temps, à Noël, il y a le match Steelers-Chiefs. Mais au-delà de ça, oui. Puis vraiment, merci aussi pour tout le monde qui écoute l'émission. On a connu quand même une super belle croissance par rapport au début du projet. C'était notre premier 365 jours complet à faire cette émission-là. Presque à toutes les semaines, mis à part pour des petites pauses par-ci, par-là. Puis Félix et moi, qu'on est encore aux études, en ce moment, on est en fin de session, on est au bord du gouffre, puis de prendre cette 1h30, 2 heures-là pour pouvoir déconner, puis juste déconnecter du fait que fuck, j'ai un projet à remettre dans 3 jours, c'est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissant. Et comme vous l'avez mentionné, à Producer Ali et Jérémy Frappier. Producer Ali qui nous guide comme ça se peut pas sur les projets, discute avec beaucoup de monde, idée de suggestions de projets. Puis Jay qui nous facilite tellement la job en faisant du montage. Puis du stock sur Instagram pour que nous autres, on puisse donner notre meilleure performance au micro, à discuter de sport, puis rendre notre job tellement plus facile. Alors, vraiment, merci d'avoir été là avec nous autres en 2024. Et 2025 s'annonce certainement pour être une année très spéciale. Mot de la fin, les gars? Moi, j'ai juste en dire, fuck it, we ball, on se revoit en 2025. J'ai juste ça que j'ai à dire. Profitez bien des vacances, tout le monde, puis on se reparle début janvier avec grand plaisir pour parler de cette fin de saison-là dans la NFL et surtout pour que je puisse célébrer le fait que mes Rams vont avoir gagné la division. Ouais, à ne pas confondre avec les Titans de Félix. Non, les Titans, j'ai abandonné. Anyways, on se donne rendez-vous en 2025, la gang. Bon temps des fêtes et bonne année.